Bienvenue dans la deuxième émission Les Geeks Bavards de Trop. Oui, deuxième émission pour faire suite donc à notre premier podcast où Johan et moi donc réunissons quelques chroniqueurs avec nous pour bavarder pop culture, geek, jeux vidéo, séries TV, films, dessins animés, découvertes du web, livres et bien d'autres. Et comme la semaine dernière, on va retrouver la même équipe. Est-ce que tout le monde va bien ici? Oui, ça va. Oui, et donc je vais vous les présenter, ou plutôt on va leur laisser le soin de se présenter les uns après les autres pour nous dire comment ça s'est passé depuis la dernière fois que l'on s'est vu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans leur vie, ou de pas nouveau dans leur vie. On va commencer par ces dames, comme à chaque fois, parce qu'on est galant. Hérisson, comment vas-tu? Moi, je vais super bien. T'as rien à raconter? J'ai commencé There is no game sur les conseils du premier épisode. Je l'ai acheté sur Switch et j'en suis très très contente pour le moment. Je l'ai pas encore fini. Je prends mon temps, mais j'aime beaucoup. Oh, Très- c'est juste trop bien. Très contente alors. Voilà. Ben justement, Discordia, c'est toi qui l'avais conseillé ce jeu. T'es contente? Bah Donc oui. comment vas-tu, toi? Eh bah, moi ça va. Je suis contente de vous retrouver et de pouvoir vous partager à nouveau plein de jolies choses que j'avais en tête justement depuis la dernière fois. Donc, Parce qu'évidemment, Très hâte. depuis 10-15 jours, on ne s'est pas parlé du tout, hein. Nous ne nous fréquentons pas en dehors de cette émission. Oui, on n'est pas amis, évidemment. C'est professionnel. On ne s'apprécie absolument pas, non. Non. Surtout Charnabog. D'ailleurs, on va te laisser la parole, Charnabog. Toi, comment vas-tu de ton côté? Bah moi, dans ma vie personnelle, il se passe pas grand-chose, la routine habituelle, quoi. Sinon, bah moi, je me suis lancé dans FF7 Remake récemment, avec grand plaisir. Pour l'instant, j'aime beaucoup, même si c'est un peu perturbant de voir toutes les différences, mais bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Je vais faire un peu de pub pour un ami qui fait des vidéos sur Senseiya. Sa chaîne s'appelle la chaîne Nébulaire, peut-être que ça parlera à des gens. Et récemment, sur son compte Twitch, on a enregistré une petite vidéo. Le principe, c'est de faire une espèce de, je sais plus comment ça s'appelle, là, les classements, la tier list, je crois, je sais plus quoi. Bref, on Ah a oui. fait un pseudo-classement des meilleurs, entre guillemets, personnages de Senseiya. Bon, ça a surtout été un prétexte pour dire des conneries pendant 2 heures. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est en replay sur YouTube aussi. Je te remercie, Charnabog, de ne pas respecter ma chronique Les découvertes du web, le monde numérique. Ouais, c'est une grosse tricherie que je viens de faire là, oui. Exactement, pas bien. Bouh, on devrait mettre des pénalités à nos chroniqueurs. Valentin, de ton côté, comment vas-tu? Valou? Ben, très très bien, hein. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Parce que toi aussi, on ne te parle jamais en dehors de ce podcast. Évidemment. Non, oui, évidemment, bah oui. D'ailleurs, la semaine dernière, on vous parlait de Pokémon et d'un doublage. Comment ça s'est passé, Discordia et Valentin, sur JC James? Oh là là, mais j'hésite tellement à teaser cette chose parce que je me dis, les gens, ils vont nous tomber dessus et dire c'est pas la même voix que Jessie, c'est pas la même voix que James. Alors voilà, je suis très stressée, je veux pas en parler. Valentin, même état émotionnel? Oui, beaucoup d'appréhension. On sait que c'est attendu au tournant, ce genre de choses. Oui, en fait c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de voir l'épisode et on est très content de le présenter, mais quand même on a peur que la communauté Pokémon nous tombe dessus, voilà. Eh ben, on en parlera le moment venu, puis on va voir comment Oui. Kyotenchi va, lui. Il était malade ces derniers jours, je le sais, je vis avec lui. Bah, ça va un peu mieux, ma foi. J'ai eu le droit de sortir de la cave pour pouvoir animer ce podcast. Du coup, je suis quand même très content. Sinon, j'ai pas fait grand-chose. Je change de job la semaine prochaine. Donc, semaine assez chargée au boulot. Mais ça se passe bien. Ah, j'ai acheté Croque-Mitaine, mais je n'ai pas pris le temps de le lire encore. Navré. Je précise, nous n'avons pas de cave. Félicitations pour ton nouveau job. Non, t'as Et- un donjon, Aldric, je sais. Ça, on le sait. Hein. Trêve de plaisanterie, on va quand même entrer dans le cœur du sujet, le vif du sujet avec cette émission. Comme vous le savez, on a découpé l'émission en 5 parties. La partie vidéo club pour les séries TV et les films, la partie branche ta manette pour tout ce qui est jeux vidéo, la partie sac cartoon avec les dessins animés, la partie club de lecture pour ce qui est livre et la partie du monde numérique pour les découvertes du web. Et sans plus tarder, on lance le jingle pour commencer avec le vidéo club. Avant de présenter vos chroniques, petite question. Je me posais la question la semaine dernière, j'ai oublié de vous la poser. Comment et où est-ce que vous consommez chacun vos séries, vos films? Est-ce que c'est sur des plateformes? Est-ce que c'est encore sur du DVD? Est-ce que c'est de manière très illégale? Qui veut se lancer?
Je vais y aller. Moi, pendant très longtemps, je suis resté fidèle au support physique, globalement, même si ça m'arrivait de télécharger, c'est pas bien. Et puis à l'époque où c'était encore ouvert, j'allais au cinéma, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est dans l'ordre des choses, hein, on peut le regretter ou pas, mais je me lance de plus en plus sur les plateformes de VOD. Ouais, donc. Les autres, c'est pareil? Bah, j'avais un abonnement UGC. Et depuis 1 an, je n'ai plus d'abonnement UGC. Je l'ai résilié, moi. J'avais comme toi, on avait tous les deux, oui. Joanne et moi, je suis le seul qui l'ai résilié. Ils m'ont voulu me garder à corps et Bah âme oui, moi avec aussi. plein de propositions très commerciales. Je dis, Ils mais m'ont non, dit, on ça vous sert à offre des rien. mois. Pareil. Et plein de points bonus. Oui, bien sûr, ils voulaient m'offrir des pop-corn à volonté, mais j'ai dit non, voilà, ça ira. Et depuis, c'est Netflix et surtout MyCanal. Oh, ma grande passion. Ce MyCanal qui me permet de regarder la télé, des films et des séries françaises, internationales. Enfin bref, c'est un bon complément à Netflix, moi j'adore. Quelqu'un qui ne boude pas MyCanal, c'est trop bien. Après, nous, avec Aldric, on est abonné à tous les SVOD qui existent en ce bas monde, donc c'est peut-être un peu triste, hein, parce qu'on doit dépenser pas loin de 60 balles là-dedans, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de soucis, du coup, pour consulter, que ce soit animé, manga, séries, films, etc. Je trouve quand même le moyen d'avoir des choses que je ne trouve nulle part et que je dois obligatoirement télécharger parce que oui. même en DVD ça n'existe pas. C'est un peu frustrant. Valou et Hérisson, pareil, c'est les plateformes maintenant. Ouais, moi en fait j'ai jamais été très DVD, sauf quand j'étais un enfant et que j'avais des cassettes, mais j'ai jamais été trop DVD, donc je suis très vite passée à Netflix, Wakanim et Crunchyroll, donc voilà. Très bien. Moi j'ai ADN. Je sais pas si c'est mieux. Bon, on a ADN Crunchyroll, mais on va laisser la parole à Hérisson parce que c'est elle qui va commencer par nous présenter ce soir son programme. Vas-y, on t'écoute, c'est quoi? Alors ce soir je vais vous présenter Agretsuko, du coup moi je l'ai regardé sur Netflix. Du coup c'est une petite série d'animation qui présente 3 saisons et un épisode de Noël avec une 4e saison qui va arriver. C'est une série du coup qui va parler de Retsuko, qui est l'héroïne de la série, qui est un petit pandarou employé assez classique dans la société contemporaine japonaise. Donc on va suivre un petit peu sa vie et son histoire, c'est très tranche de vie, et il va lui arriver des choses, et on voit aussi ce que j'aime particulièrement en dessous de la trame narrative, c'est en fait qu'ils ont hyper bien représenté en fait la société japonaise et les soucis que tu peux en avoir, et les soucis et aussi les choses positives que ça en découle, et je trouve que c'est assez juste dans ce qu'ils montrent tout en le montrant de façon assez douce. Et du coup on va suivre effectivement cet employé et qui a une sorte de pression, parce que c'est vrai qu'il y a une énorme pression dans son entreprise, qui doit faire des chiffres, en plus elle est comptable, et du coup pour se défouler elle se met à chanter du métal alors que c'est un petit personnage tout mimi, et voilà, donc c'est une série pleine de douceur je trouve, avec un personnage très attachant qui est son collègue geek Eida, qui est mon personnage préféré. J'en dis pas plus pour pas spoiler parce que l'histoire est quand même super cool, mais et moi j'ai beaucoup aimé. Donc, Sur voilà. Netflix? C'est sur Netflix exactement, avec une 4e saison qui arrive bientôt. D'autres ont regardé? Saison 1, mais c'est vrai que j'ai pas continué. J'ai vu la saison 1 aussi, oui. Je t'avais montré Aldric en plus. Tu comprenais j'ai pas vu. trop le principe. J'ai vu un épisode avec toi, j'ai pas trop compris. Par contre, pourquoi vous avez pas continué Discordia et Kiyotenshi? Le temps. Ouais, le temps, et surtout que je suis pas devenue fan vraiment quand j'ai regardé les épisodes. Pour moi c'était un bon passe-temps, si je savais pas trop quoi regarder, je trouvais ça kiffant quand même, mais j'étais pas en mode j'attends les saisons et tout, donc ce qui fait que depuis voilà, il y a 3 saisons qui sortent et je n'ai toujours pas regardé la suite. Et Valou? J'ai regardé, j'ai tout regardé, j'ai beaucoup aimé aussi. Et je trouve que dis-le. même au-delà de... Oui, justement, j'attendais mon tour. Et justement, je voulais dire, au-delà du côté société japonaise, je trouve que c'est même parlant pour notre vie à nous. Enfin, moi, il y a des trucs du monde du travail où, enfin, je sais pas, je reconnais dans la vraie vie aussi. Enfin, en France aussi, ça peut parler, quoi, dans les situations. Eh ben écoute, on te remercie, mais oui, exprime-toi, n'hésite pas à t'avancer, Valou, et à me couper la parole pour t'exprimer et crier dans le micro. Et avant ça, on va laisser à Shanabog le soin de présenter son programme. Quel est-il?
Alors, quel est-il? C'est un programme beaucoup moins mimi et surtout beaucoup plus vieillot, parce que je vais vous parler d'un film qui a quasiment 100 ans. Et oui, je vous parle d'un temps où il n'y avait pas la couleur et pas le son au cinéma. Je vais vous parler de Nosferatu. Alors, Nosferatu, qu'est-ce que c'est? C'est donc un film de Friedrich Murnau, un cinéaste allemand, parce que à l'époque, les Allemands, c'était des cracks en matière de cinéma. Donc, c'est un film de 1922, donc il y a 99 ans. Et donc, qu'est-ce que c'est? C'est en quelque sorte la première adaptation du roman Dracula de Bram Stoker. Alors, il y a eu des adaptations à l'appel. Celle-là, alors je mets des grosses guillemets pour dire la première adaptation, parce qu'en fait, pourquoi ça s'appelle Nosferatu? Pourquoi tous les noms sont différents? Parce qu'en fait, pour l'anecdote, à l'époque, ils n'ont pas réussi à obtenir les droits, ou alors ils n'ont pas essayé, c'est pas très clair, mais bref, du coup, ils se sont dit, on va reprendre à peu près la même histoire, le même personnage, mais on va changer tous les noms. Sauf que ça n'a évidemment pas marché, il y a quand même eu un procès, et le film a failli disparaître. Mais bon, heureusement, toutes les copies n'ont pas été détruites et elles ont été sauvegardées, voilà, donc pour la petite histoire. Donc c'est un film muet, évidemment, hein, donc il y a un peu vieilli sur certains aspects, mais qui reste toujours intéressant à regarder, parce que les Allemands, comme je disais, ils étaient vachement à la pointe, ils faisaient beaucoup d'expérimentation visuelle, le film, il est... Alors ça va peut-être parler à ceux qui sont un peu arty, mais c'est très représentatif du courant expressionnisme allemand. C'est-à-dire qu'il y a un travail sur les jeux d'ombre notamment. Il y a un plan très célèbre, on voit le Nosferatu, du coup le méchant qui monte des escaliers, mais en fait on voit que son ombre. Donc, c'est une image un peu glaçante, même aujourd'hui encore. Mais sinon, donc voilà, le film, c'est ça qui est drôle en fait, c'est qu'il reprend globalement les grandes lignes du roman, alors en version très abrégée, mais on reconnaît parfaitement l'histoire, et c'est juste que les noms ont changé, donc le comte Dracula s'appelle le comte Orlok, mais globalement il est appelé Nosferatu, hein, donc le vampire. Donc, et je précise, hein, pour ceux donc, qui seraient intrigués par ce que je dis, le film, donc, vu son âge, est parfaitement libre de droit. Hein. Donc vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, dans des copies très inégales, hein, avec des accompagnements sonores plus ou moins pertinents, parce que évidemment à l'époque, il n'y a pas une piste son officielle qui a été enregistrée. Mais voilà, donc c'est un film qui a vieilli, évidemment, mais je pense, en le remettant dans le contexte, ça peut faire encore une belle expérience, quoi. Surtout que l'acteur qui joue le méchant, qui s'appelle Max Schreck, alors il est quand même assez flippant. Évidemment, il est maquillé, mais quand même, il y a quand même eu un sacré travail de composition là-dessus, et je pense qu'il a bien marqué les esprits, oui, voilà. Il y a Kyotenshi qui m'envoie un message. Vas-y, Kyotenshi, dis-moi ton message. Ah oui, non, c'est juste qu'après, est-ce que tu as présenté la semaine passée, je crois, au niveau du livre où tu parlais d'un film perdu, je me suis dit, mais est-ce que tu as passé le 21e siècle? J'appuie sur la pédale d'embrayage, ça devrait... On devrait y arriver peut-être dans 20 ou 30 ans. Je pose pas la question, mais il y en a qui ont vu le film. Oui. Moi, je connais les images, mais j'ai pas vu le film. Pareil, je connais les images parce qu'elles sont très célèbres, mais j'avoue, je me suis jamais attardé sur l'œuvre en entier, pour le coup. Eh bien, en tout cas, c'était un très bon choix de présentation. Au moins, on sait qu'avec toi, on est sûr de ne pas faire du copier-coller la plupart du temps. Merci beaucoup. Juste pour appuyer Oui. légèrement, je l'ai étudié en fait en école de cinéma, ce film. Ah. Et c'est vraiment un classique. Donc vraiment pour les passionnés de cinéma, si vous n'avez jamais vu ce film, c'est vraiment base des bases parce que c'est la naissance du mythe du vampire au cinéma. C'est de là qu'est tiré tout le fantasme du vampire qui aujourd'hui a été détourné dans un fantasme un peu plus sexy et brillant grâce à Twilight. Oui. Mais sinon, de base, l'idée de peur que crée le vampire dans l'imagination collective est beaucoup inspirée justement du fait qu'il y a eu ce film à un moment donné. Donc, allez le voir, évidemment. Merci d'avoir appuyé sur la Discordia. Et on va laisser la parole à Valou, parce que je la lui donne. Il n'est pas obligé de la prendre. Il va merci, nous présenter. C'est trop gentil. Je t'en prie, présente-nous donc ton programme. En plus, belle transition avec le cinéma, puisque moi, je vais vous parler d'un film qui a un rapport avec le cinéma. Je vais aussi revenir un peu plus loin en arrière, mais que de 20 ans, hein, c'est pas non plus énorme. Donc il s'agit de Millennium Actress, c'est un film d'animation japonais de feu Satoshi Kon. Donc c'est un film qui va retracer en fait la vie d'une actrice fictive du nom de Shioko, de son enfance à ses premiers pas dans le cinéma jusqu'à son apogée en tant que plus grande actrice japonaise de sa génération.
Et en fait, tout le film, à la base, c'est Shioko en fait qui est très âgé et qui raconte à des journalistes lors d'une interview toute sa carrière, mais aussi comment toute sa vie en fait a été rythmée par la recherche d'un jeune homme dont elle est tombée amoureuse avant de devenir justement cette actrice vedette et qu'elle a perdu de vue à cause de la guerre et en fait qu'elle n'a de cesse de chercher durant toute sa vie. Donc c'est un amour en fait qui deviendra un moteur puisqu'en fait chaque film, chaque rôle qu'elle interprète dans les films qu'elle a fait dans sa carrière, c'est un peu en fait à lui et à cet homme qu'elle s'adresse et qu'il habite au fil de son histoire. Et en fait tout au cours du film du coup on remonte le temps et on a plein de parallèles entre le monde réel, le monde fictif qui se mélangent. Et ça c'est vraiment un truc qui est très marquant chez le réalisateur Satoshi Kon. Parce que parler de ce film, c'était aussi un prétexte pour revenir un peu sur ce réalisateur et sa filmographie qui est hyper intéressante, je trouve. Parce que c'est en fait le réalisateur qui a fait, pour ceux qui connaissent, le film Paprika, qui est un peu le Inception de l'animation japonaise. Il avait aussi fait Perfect Blue, c'était son premier long métrage, qui aurait servi d'inspiration à Black Swan, le film Black Swan, qui est très connu. Il a même réalisé une série d'animation japonaise qui s'appelle Paranoia Agent, et c'est l'un de mes animés préférés aussi, avec toujours un style très réaliste et mature, et des personnages qui sont souvent en proie à des névroses et des psychoses, où on se retrouve toujours un peu aux frontières entre le rêve et la réalité. Enfin, je trouve que c'est super captivant tout ce qu'il fait, donc je le conseille, même si c'est un peu difficile de trouver ces films, je crois qu'il n'y a aucune plateforme qui les diffuse, donc... mais vous pouvez trouver les DVD souvent en occasion ou ce genre de choses. Donc je traduis, Voilà. Valou vous incite à télécharger illégalement. Ou acheter un C'est pas ce DVD. que j'ai dit, mais Oui, j'aime bien déformer tes Faites propos, comme vous Valou, voulez. ça fait. D'autres l'ont vu? Pas du tout. Non, mais Non. ça donne envie. Oui, oui, oui. Le blanc, j'ai adoré, non, personne. Même pas Hérisson? Non, mais moi j'ai vu Paprika. Ah, Mais bah, c'est j'avoue que j'ai pas vu celui qu'il présente là. J'ai vu Perfect Blue, mais ouais, j'ai pas vu celui-là. Eh ben, défi pour la prochaine émission, tous vous devez trouver le film et le regarder. Bon courage. j'ai parlé exprès de celui-ci vu qu'il est un peu moins connu que Paprika et Perfect Blue, justement. Je pense qu'on va aller dans quelque chose de beaucoup plus populaire et plus connu avec Discordia, parce qu'elle va nous emmener sur Netflix, une fois n'est pas coutume, pas vrai? Et oui, et donc pour les connaisseurs, bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je commence ma chronique avec la belle référence à notre cher RuPaul, qui est donc la star vedette de ce TV show qu'il a créé, et qui est donc oui, visionnable sur Netflix, et que j'ai découvert en me perdant un jour sur Netflix avec mon copain. On savait pas trop quoi regarder, et on voit quoi des dragues, un concours de drague. Mais c'est génial! Ok! Et donc, on s'est lancé dans l'aventure. On a commencé avec la saison 8, quelque chose comme ça, qui en plus avait un pseudo-doublage en français qui était assez drôle parce que on sent que les doubleurs essayent vraiment de forcer le trait avec tous les clichés possibles et inimaginables. Mais en fait, ça rajoute juste au comique, en fait, qu'il y a déjà de base par les candidats. Et ensuite, faut passer en VO sous-titré parce que, évidemment, je pense, rupture de budget ou d'un moment. Mais en tout cas, Netflix continue de diffuser les saisons au fur et à mesure qu'elles sont produites aux États-Unis. Et donc, on peut suivre l'aventure de RuPaul, qui est donc la plus grande drag queen des États-Unis. Et je pense que c'est quelqu'un qui a réussi à faire émerger l'univers du drag dans la pop culture et qui commence grâce justement à ces initiatives d'émissions comme RuPaul Drag Race à faire émerger des talents du drag et surtout rendre ça normal en fait, qu'il n'y ait plus de problème, que les drags sont des artistes comme les autres et que c'est un monde plein de tolérance et d'amour que propage, c'est un beau message que propage donc cette télé-réalité. Et donc, vous serez lancé dans une compétition avec je crois,
12 ou 16 dragues, je ne sais plus, je crois que le nombre diffère en fonction des saisons, mais en tout cas vous allez retrouver plusieurs candidats qui vont venir donc justement s'affronter à travers des épreuves. Il y a donc le jury qui est donc dirigé par RuPaul et d'autres de ses amis proches, et donc vous allez suivre un peu leurs aventures, surtout qu'ils sont tous forcément un peu pestes entre eux, à se faire des petits coups fourrés des fois, des blagues les uns sur les autres, mais tout ça reste quand même hyper bienveillant parce qu'il y a des moments très touchants où justement ils parlent un peu de leur parcours des fois difficile dans le monde du drag, l'acceptation de la société, et c'est une télé-réalité qui moi m'a fait du bien. Contrairement à les Marseillais qu'on voit à la télé, des Secret Story, des machins comme ça. Là, vous êtes plus du tout dans une télé-réalité où les gens sont là pour se taper dessus et s'engueuler. Non, là, c'est que de la bonne humeur. Il y a des blagues, il y a justement... C'est reposant et il y a un vrai message de fond qui est cool à entendre. C'est que on s'accepte comme on est. Et on fait ce qu'on veut, quoi. Si j'ai envie de mettre des perruques et des talons de 12 cm pour sortir dans la rue avec des paillettes, je fais ce que je veux, voilà. Et puis surtout, les filles, je vous le dis, mais si vous regardez cette série, vous aurez... Enfin, cette télé-réalité, vous aurez un peu le seum, parce que moi, personnellement, j'en ai pris un coup dans ma fierté. Je suis tellement moins féminine que toutes ces personnes, que tous ces gars qui viennent dans l'émission, et j'en prends un coup dans ma féminité, mais je suis en admiration en même temps devant eux, donc j'espère que vous prendrez le temps de regarder cette émission qui mérite vraiment, voilà. D'autres l'ont regardé parmi vous? Pas moi, non. Non. Mais Bizarrement, Chernabo, il n'a pas regardé. Ah, c'est Saut 2021, désolé. Et ça a toujours suscité ma curiosité quand même. Et j'avais peur justement du côté un peu trop télé-réalité, drama, tout ça. Et ce que tu dis, du coup, ça me donne assez envie, en fait, du coup, de tester. Moi, j'avais peur du kitsch. Ah non. Que ce soit too much, en fait. En fait, ils sont très naturels, vraiment. C'est ça qu'on ressent, en fait, quand on regarde l'émission, c'est que, évidemment, il y a des clichés où tu te dis, oui, bon, ok, c'est sûr, ok, ça rentre dans le cliché qu'on a du drag, mais en même temps, il y a une vraie sincérité dans leur discussion. Vraiment, c'est hyper sincère, leur démarche, et ça se sent. Donc non, c'est pas scénarisé, il n'y a pas tout cet effet-là qu'on retrouve dans les télé-réalités françaises, et puis vraiment c'est feel good, hein. Donc si vous voulez vous déconnecter vraiment et vous taper une barre, regardez cette télé-réalité, c'est à mourir de rire, surtout qu'il y a une Française, enfin un Français qui a participé dans la dernière saison, la saison 12, donc allez-y. Merci. Je vais vous présenter également une série qu'on peut retrouver sur Netflix. Alors, moi, on est clairement dans le drama. Hein. On est dans un peu le kitsch aussi. Et pourtant, Hérisson regarde, je le sais. On est dans quelque chose de... Alors, on est dans un reboot. Je sais jamais si on dit reboot ou remake. Mais dans les années 80, il faut savoir qu'il y avait une série qui existait qui était Dynasty. Dynasty qui était la rivale de Dallas. Parce que Dallas faisait les grands soirs des États-Unis, mais aussi de TF1. Et c'est une série voilà, très, très chic, très glamour, avec des riches qui se battent, qui s'entretuent et qui rivalisent et compagnie. Et donc Dynasty est arrivé encore plus kitsch, encore plus glamour, encore plus peps, tout ce que vous voulez. Et en 2017, il y a eu un reboot qui est né, donc Dynasty, une nouvelle version. On reprend plus ou moins les mêmes personnages qui ont existé à l'époque, sauf qu'on les transpose évidemment dans une époque actuelle, 2020 et compagnie. Donc il n'y a plus de problème de pétrole et compagnie, on est sur les énergies un peu nouvelles, on est plus sur des choses un peu plus, des fois écolo et compagnie. Mais à la différence de la première série qui était vraiment centrée sur le couple des parents, là l'héroïne, ils ont décidé de faire de la fille l'une des filles de la famille, Fallon Carrington, l'héroïne de la série. Et Fallon Carrington est juste 1 milliard de fois la raison pour laquelle il faut regarder Dynasty, parce que elle est jouée par Elizabeth Gillies, qui est une superbe actrice, superbe chanteuse aussi au passage, qui du coup est juste formidable. Elle tient la série de A à Z, elle est drôle, elle est tellement too much, elle est tellement trop, on se dit mais non, mais c'est pas possible qu'une fille comme ça existe, et pourtant je pense qu'il doit y en avoir, et on la suit, on rit avec elle, et elle a beau faire des trucs horribles, des trucs méchants quoi, et on l'aime quand même parce qu'elle est juste géniale, et on suit une ribambelle de personnages. Donc la famille Carrington, elle a un frère donc homosexuel,
À savoir que dans la première version des années 80, son frère était aussi gay, mais ça ne plaisait pas beaucoup, donc il est devenu bi, puis il est devenu hétéro. Donc il fallait pas que... Alors là, il est complètement gay, il reste gay. On a aussi transposé un personnage féminin de l'époque, Sammy Joe, en un garçon, donc qui est aussi homosexuel du coup, et qui est juste génial. Sammy Joe, c'est un gros coup de cœur. Et Dynasty, c'est aussi une série qui sait ne pas se prendre au sérieux. Il y a qu'à voir les... Je peux pas spoiler, mais Crystal, le personnage de Crystal, donc la belle-mère de Fallon, la nouvelle épouse de son papa, de Blake, est joué par plusieurs actrices au fur et à mesure. Chaque saison, une nouvelle Crystal. Mais il y a des explications qui sont très soap opéra. Et c'est très drôle. C'est juste génialissime. Il y a des moments un peu too much, ou tellement what the fuck, où ils se mettent à chanter parce que l'autre, elle a respiré du gaz d'un chauffage qui sortait. Donc elle hallucine. Et elle voit tout le monde qui chante et tout. C'est juste complètement fou, mais c'est juste totalement assumé. La bande-son aussi est très années 80 par moment. On fait des soirées aussi. Chaque épisode, sa soirée voilà, pour récolter de l'argent, pour je ne sais quoi, qui se finit en drame, parce que le cœur de cette série, c'est il y a du drame, il y a du drame, il y a du drame, et c'est drôle, et c'est jouissif, et je ne peux que vous la conseiller. La saison 4 arrive au mois de mai sur Netflix aussi, les 3 saisons sont déjà disponibles, et il faut savoir que la saison dernière, on était un peu amputé de 2 épisodes à cause du Covid, donc il y avait tout un mariage qui devait avoir lieu, qu'on n'a pas vu, donc là on attend la suite avec grande impatience, et gros coup de cœur aussi sur Liam, le chéri de Fallon, hein, son compagnon dans la série, et qui est juste un personnage génialissime, en plus d'être beau gosse. Je sais qu'Hérisson regarde aussi cette série et partage avec moi ce péché mignon, pas vrai? Tout à fait, moi j'aime bien. Pour le coup, c'est du kitsch, mais assez assumé. Et, moi qui suis pas fanatique d'exposition, de richesse et voilà, et de bien, en fait, c'est tellement tourné à la dérision et ça leur va tellement à leur défaveur que ça en devient très drôle. Et les personnages, malgré qu'effectivement ils aient un côté un petit peu peste, on s'arrête pas là et on va plus loin. Et puis on essaye aussi de comprendre pourquoi ils le sont, d'où ça vient, et c'est pas né de rien finalement. Et même eux, ils essayent des fois de lutter contre ça parce que ça leur apporte rien de bon. Et c'est vrai qu'ils sont super attachants. Même s'ils sont un peu psychopathes, hein, Ham, le fils qui fout sa mère dans le feu. Ah, Kevin, oui, non, Kevin, il est... D'autres l'ont vu, ou d'autres ont envie de se lancer peut-être? J'ai regardé 3 épisodes avant de lâcher, personnellement, mais Mais elle est juste géniale, elle t'a fait rire, Fallon, on est d'accord, hein. ça m'a fait rire, oui, mais après, c'est justement le kitsch qui est trop assumé pour moi et j'avais besoin d'un petit peu plus de sérieux que ça quand je regardais la série. La nana, quand elle est kidnappée, quand même, le truc le plus horrible qu'on peut lui faire, c'est lui couper la frange. Et quand sa famille apprennent que les ravisseurs lui ont coupé la frange, ils se sont dit, mon Dieu, c'est un sacrifice, c'est un sacrilège. C'est pire que de l'avoir tué, pour vous dire. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Bref, Je veux voir. c'est juste très drôle. Donc, bah justement, Kyotenshi, tu ne vas pas nous parler de Dynasty. Alors, à la base, tu n'avais pas de série à présenter. Je m'étais même dit, bah, il nous choisira le sujet pour la semaine prochaine. Et en fait, dernière minute, hein, tu viens de commencer une série sur MyCanal. Discordia en parlait en début d'émission. Et tu voulais quand même faire une petite présentation là-dessus, même si tu n'as vu que quelques épisodes. Je n'ai vu que 3 épisodes sur les 5 pour le moment, effectivement. C'est une mini-série, du coup, c'est It's a Sin. C'est une série gay, malheureusement pas très gay, mais qui dégage un petit message d'espoir quand même. C'est fait par Russell T. Davies. Je sais pas si vous connaissez ce bonhomme, c'est celui Oui. qui est scénariste de Queer as Folk, Torchwood, Cucumber, Banana, Tofu, et plus récemment Years and Years, qui est également sur MyCanal et qui est génial comme série, qui est une série d'anticipation où l'extrême droite gagne l'élection au Royaume-Uni. Et ça entraîne plein de modifications, etc. Sur les droits aux migrants, plein de choses comme ça. Et c'est à voir, franchement, c'est assez glaçant. Mais il faut aimer pleurer. Ces 5 épisodes, j'ai beaucoup pleuré pour le coup. Et bref, on en revient à It's a Sin. C'est une série, du coup, on suit un groupe d'hommes gays qui emménagent tous à Londres dans les années 80. Donc on va suivre le quotidien de Richie, Roscoe, Colin, Henry Clive, qui ont tous des origines un petit peu différentes. Il y en a qui viennent déjà de la ville, d'autres qui viennent de la campagne. Roscoe qui vient d'Afrique, donc avec des mœurs bien particulières vis-à-vis de l'homosexualité. L'homosexualité qui est de toute manière dépeinte assez négativement, du côté des familles en tout cas. La série, elle tend vraiment à donner un visage beaucoup plus positif à ça. Tout en mettant en avant une menace. La menace, vous le savez, dans les années 80, c'est le VIH qui émerge à toute vitesse, et Londres va succomber un petit peu comme beaucoup de pays à ça.
Ça a commencé à New York, du coup les personnages prennent connaissance de ça, mais ils s'en fichent un petit peu. New York c'est loin, c'est pas très grave, ça arrivera jamais jusqu'à chez nous. Puis ça arrive à Londres, et ils commencent à voir un proche mourir, puis un deuxième, un troisième. Et là ils commencent tous à flipper du coup, donc il y a vraiment une angoisse qui commence à naître dans chacun de ces personnages. Ils se demandent finalement qui va être le prochain, et c'est vraiment glaçant. Adric était dans le lit avec moi hier, et il me voyait pleurer à chaudes larmes alors que j'étais en train de voir les personnages crever les uns après les autres, c'était vraiment horrible. Euh, Et derrière, du coup, il y a toute une notion de droit au Royaume-Uni, parce que quand le VIH a émergé, ben forcément, c'était la faute aux homosexuels, c'est la maladie qui devait dégager, dégager les gays, parce que c'est quelque chose qui est sale. Et on va voir, du coup, ces personnes-là qui vont se liguer, finalement, pour dire, bah non, nous aussi, on a le droit à la décence, on a le droit à la dignité, c'est pas une maladie, nous ne sommes pas sales. Et on assiste, du coup, peu à peu du coup à cette reconnaissance au niveau des homosexuels qui veulent juste être considérés comme les autres. En fait, la maladie touche tout le monde, c'est pas réservé aux homos, et il faut changer cette vision là que peuvent avoir les gens vis-à-vis des gays et du VIH puis du sida. Donc ouais, ça alterne vraiment brillamment le côté tranche de vie, comédie et drame. C'est pas un drame, hein, vous avez pas pleuré 55 minutes non-stop, je vous rassure. Il y a pas mal de passages où on rigole, c'est quand même des personnages qui sont pleins de vie, très énergiques. Enfin, il y a Roscoe, du coup on parlait de RuPaul tout à l'heure, et du côté drague, il illustre parfaitement ce côté drague, c'est une drag queen dans un bar, enfin, c'est génial, hein, sur ce point-là, les acteurs sont tous excellents, et je peux que vous la recommander. Donc ouais, c'est disponible sur MyCanal, c'est 5 épisodes, et c'est disponible depuis 2 petits mois. Eh ben, on regardera tout cela et puis on va fermer le vidéo club pour aujourd'hui et on va aller brancher notre manette parce que c'est la prochaine chronique. Branche ta manette! Et donc, on va parler console, jeux vidéo et autres. Petite question un peu aussi que je voulais vous poser la semaine dernière mais que je n'ai pas fait. Très rapidement, sur quelle plateforme ou sur quelle console vous jouez toutes et tous? PC. Nintendo. Moi, je joue sur PC et Switch. Switch un peu, oui. Valentin, on t'a pas entendu, mais oui, Switch, Nintendo. Ok, donc personne ne joue à la Xbox, c'est bien. Ah, non, bah, je joue bien entendu à la Xbox, mais ma plateforme de cœur, ça va être le PC pour le coup. C'est là où je passe le plus de temps. Et ben on va parler jeux vidéo. Donc aujourd'hui, peu d'entre nous présentent un jeu. On s'attardera sur un autre sujet après. Mais on va passer à Chernabog qui nous présente un jeu sur PlayStation, du coup, j'imagine. Oui, alors c'est pas un jeu, c'est plutôt 3 jeux en fait. Donc c'est Spyro Reignited Trilogy, c'est très chiant à prononcer. Non, qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, bah, c'est le remaster des 3 premiers Spyro, donc, qui était sorti à l'époque effectivement sur PS1. Là, je précise, cette compilation HD là est sortie sur PS4, Xbox, et sur PC et Switch aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc bah, concrètement c'est ça, donc ils ont repris les anciens jeux assez fidèlement. Alors je précise, là celui qui vous parle n'a pas vraiment joué au jeu à l'époque. Je sais que j'y ai joué rapidement chez de la famille bon, il y a de ça 20 ans, mais du coup ça a été une vraie découverte entre guillemets de ces 3 jeux-là. Mais de se lancer, donc voilà, ils ont repris assez fidèlement, semble-t-il, les 3 premiers jeux, donc en reprenant les mêmes mondes, globalement le même scénario. Ils ont quand même réenregistré les voix et réorchestré les musiques, et évidemment les graphismes sont en HD. Mais voilà, la maniabilité est quand même à l'ancienne, et notamment la gestion de la caméra. Bon, ça a un charme un peu rétro, mais de temps en temps ça fait grincer des dents, mais bon, ça fait partie du charme aussi, hein. Donc Spyro, pour ceux qui visualisent pas, c'est une espèce de petit dragon violet avec des cornes et qui vole du coup. Donc c'est un personnage très mignon. C'est des jeux qui sont assez bon enfant, hein. Faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque. Voilà, mais c'est honnêtement, je pense que la plupart des adultes peuvent y trouver du plaisir aussi. Surtout qu'il y a certaines phases, c'est là qu'on sent que c'est un peu rétro aussi. Il y a certaines phases qui sont vraiment pas évidentes, hein, des fois, hein. C'est des jeux de plateforme. Parfois, parfois on a un peu envie de jeter la manette par la fenêtre. Voilà, moi, ça a été, donc j'ai fini le 3e récemment, ça a été du coup une belle découverte. Alors après, c'est ce que j'expliquais à des gens à qui j'en parlais. J'ai pas fait les 3 d'affilée, parce que je pense que faire les 3 d'affilée, c'est quand même assez répétitif, hein, faut pas se mentir. Je pense qu'à l'époque, on le sentait moins parce que il y avait l'évolution technologique. Là, bien évidemment, les 3 jeux ont le même niveau graphique, hein, les mêmes sprites, ce qui est normal. Hein, mais donc du coup, oui, si on enchaîne les 3 d'affilée, on se rend compte, bon, c'est quand même un peu 3 fois la même chose entre guillemets, mais ça reste à faire ou à refaire si vous avez fait les jeux à l'époque. Je pense que ce sera une belle. Si vous avez fait les jeux à l'époque, je pense que ce sera une belle manière de les redécouvrir. Voilà.
Vous êtes d'accord? Bah, j'ai jamais joué à Spyro. Moi, j'ai joué sur GameCube il y a très longtemps, mais j'ai pas rejoué récemment. Hérisson, Temtem? Ouais, et bien sur le premier épisode, on avait parlé justement des 20 ans de Pokémon Or et Argent. Donc je reste un petit peu sur cette thématique pour revenir sur Temtem, qui est un jeu du coup qui a été créé par Crema, donc qui est un studio de jeux vidéo, et publié par Humble Games. C'est un jeu donc qui vraiment reprend Pokémon, c'est-à-dire que vous êtes un personnage qui va avoir sa petite créature où il y a des forces et des faiblesses en fonction de son élément. Il y a des dresseurs qui vont venir vous dire « ma créature est plus forte que moi, combat !» Et donc voilà, c'est du Pokémon, mais sa particularité et ce qui fait tout son charme, c'est qu'on peut jouer à deux et faire l'histoire en même temps. C'est-à-dire que si quelqu'un rejoint l'histoire, vous avez les dialogues en même temps et c'est que des combats duo. Donc il y a le Pokémon de tout le monde. Et pouvoir faire une aventure similaire à Pokémon, mais en duo, en ligne, c'est vraiment du pur bonheur. Les graphismes sont un peu plus actuels, très colorés, avec un aspect quand même assez épuré, je trouve. C'est très léger, très sympa. Ça a un réel intérêt, voilà, si on a envie de jouer à un jeu Pokémon et de pouvoir le partager, l'aventure de A à Z avec un ami ou un compagnon ou quoi que ce soit. Et voilà, du coup, je voulais présenter ça. Tu dis Pokémon, Et mais ce sont des Pokémon dedans ou non? C'est pas des Pokémon. non, c'est pas des Pokémon, mais Ça c'est des ressemble petites beaucoup. créatures un peu cartoon, voilà, avec une esthétique très très similaire. Là, il est actuellement disponible sur PC, mais il parlait d'une sortie sur Switch Ah, c'est prochainement. cool ça. Voilà. Ok. Ouais, Il est sur PS5 aussi, je précise. Ah oui, je l'ai c'est acheté vrai, sur PS5. il est aussi sur PlayStation, je sais pas Xbox, et on Non. peut jouer en crossplay. C'est aussi un gros point fort, parce que je sais que mon copain il joue particulièrement sur PlayStation. Moi, je suis plus PC et on peut jouer ensemble. Donc c'est vrai que c'est un Ah, petit d'accord. plus aussi le Ok. crossplay. Voilà. C'est cool ça. Bah, ça peut être très sympa, ouais. Je regarderai pour le coup le jeu là. Par contre, c'est beaucoup plus difficile que Pokémon. Hein. Je préfère vraiment le rappeler. Hein. Non mais Ah, ça ça va, m'intéresse enfin, plus, alors. Si vous trouvez que Pokémon c'est dur, Temtem c'est plus dur. Ça, c'est sûr. Et Valou, t'en penses quoi? Parce que ça devrait être ton. Bah, j'ai jamais entendu parler de ce jeu, je Ah connaissais bon pas, mais du coup ça m'intrigue, ouais. Si j'entends Pokémon. Bah oui, faut ça que me- tu y joues. il fait un Kickstarter en fait, donc il a pas fait la voie d'édition classique aussi. Ce qui fait que il est peut-être il a moins connu un succès ou parlé voilà. Et bah, Valou, tu découvriras ça, mais en attendant, tu vas nous présenter un jeu à toi. Oui. Alors, un peu comme Charnabog, je vais revenir sur une compilation HD d'une trilogie qui est celle de Ace Attorney Phoenix Wright, donc, qui était sortie à l'époque sur Nintendo DS, développée par Capcom et Level 5, et maintenant remasterisée sur Switch, PS4, Xbox One et PC. Et en fait, dans ce jeu, on y incarne en fait un avocat qui doit défendre ses clients et essayer de découvrir la vérité dans les témoignages des différents personnages qui comparent à la barre au cours d'affaires qui sont souvent assez sordides, où tout semble à chaque fois accuser votre client. Alors tout le jeu a un format un petit peu visual novel, donc c'est beaucoup de texte avec deux phases de jeu distinctes. Vous avez des parties enquête un peu plus point and click, où vous inspectez les lieux du crime et vous parlez à différents personnages pour recueillir des informations sur le crime. Et dans l'autre phase, des phases de jugement au tribunal où vous devez du coup avancer les bons arguments ou montrer les bonnes preuves au juge sous peine de perdre votre crédibilité et de ne pas résoudre l'affaire. Donc c'est un jeu qui est bourré d'humour, il y a plein de jeux de mots, les personnages sont tous complètement déjantés et les enquêtes sont assez captivantes. En fait, vous êtes secondé dans l'histoire par votre assistante, Maya Fey, qui est une apprentie médium. Et il y a toute une histoire complexe autour de sa famille qui sera souvent au cœur de certaines affaires. On a aussi le procureur Hunter, votre grand rival, qui cache aussi un drame. Enfin, il y a beaucoup de choses très captivantes sur le fond de l'histoire. Ça peut être assez compliqué de rentrer dedans au début, mais après, vous pouvez vite être pris, je pense, par l'histoire et ses personnages. Eh ben écoute,
Merci beaucoup, Valou. C'est a l'air captivant. Vous les autres, vous connaissez? Vous y avez joué à l'époque ou récemment? Bah, alors, moi j'y ai joué, mais c'est surtout que en rapport avec ce que dit Valentin, c'est surtout que il y a Antoine Daniel récemment qui a sur Twitch qui a refait justement la trilogie. Et il a sorti en VOD sur YouTube et c'est à mourir de rire parce qu'il y met les formes. Et justement, comme dit Valentin, il y a toute la partie texte qui est peut-être un peu barbante, mais pour ceux qui ont juste envie de se faire plaisir à regarder Antoine Daniel interpréter tous les personnages du jeu et résoudre les enquêtes, et si vous avez la flemme de jouer, bah allez-y, franchement c'est à mourir de rire. J'ai redécouvert le jeu grâce à lui et en l'écoutant faire les blagues là-dessus. Bref, voilà. Moi, j'avais joué de façon un peu éparse au jeu, sachant qu'il y a aussi une suite avec un autre personnage. Et là, j'avoue que je me suis fait mon petit plaisir de le racheter sur Switch. Et même, enfin, c'est vraiment du bonheur. Les phases au tribunal sont vraiment, vraiment bien faites, pas forcément évidentes. Donc, il y a un vrai challenge dans le jeu, je trouve très, très cool. Ouais, c'est vrai, Mhm. ouais. Très bien. Bah écoute, on va passer au jeu de la semaine pour conclure cette rubrique Branche ta manette. Et c'est Kyotenchi qui va nous parler, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il joue sur Twitch, sur sa chaîne Twitch Kyotenchi d'ailleurs. N'hésitez pas à aller le follow ou vous abonner. Discordia l'a fait. Merci Discordia d'ailleurs. Mais de rien. Et donc, il va nous parler de Tomb Raider. Je pense que tout le monde connaît, même sans. Moi, j'y ai jamais vraiment joué, mais je connais Lara Croft, hein. J'ai vu les films au cinéma. Waouh. Et waouh, attention, je suis dans le game. Mon Dieu. Et Lara Croft qui, du coup, je sais plus qui m'avait sorti une blague une fois sur, voilà, sur la forme de ses seins un peu triangulaires, du coup, dans les premiers jeux. Kyotenchi, qu'est-ce que tu vas nous dire sur Tomb Raider et sur Lara Croft et sur tout ça? Bah écoute, moi je vois que tout le monde parle de trilogie de jeux, du coup je vais faire pareil avec mes 3 Tomb Raider, hein. J'ai présenté Tomb Raider 2013, Rise of the Tomb Raider de 2015 et Shadow of the Tomb Raider de 2017 ou 2018, je ne sais plus. Toujours est-il que oui, je joue au reboot, non pas remake, reboot du coup, du jeu, donc qui a commencé en 2013, ouais c'est ça. J'ai pas pu jouer aux anciens parce que, juste pour refaire un petit peu l'historique, bah, Tomb Raider quand c'est sorti c'était en 97, hein. J'avais 3 ans, je savais pas lire, et je pense que si je voyais un T-Rex sur la PlayStation, je risquais peut-être de flipper s'il m'attaquait. Donc j'ai attendu un petit peu et j'ai rejoué effectivement là sur la chaîne Twitch en me disant je vais faire la dernière trilogie. Du coup on retrouve une Lara, c'est dans sa jeunesse, c'est pas l'aventurière affirmée comme on peut la voir dans les premiers jeux qui sont sortis sur PlayStation. Là c'est vraiment, elle est pas encore aventurière, elle va juste trouver quelque chose suite à la mort de son père, elle va essayer de suivre un petit peu ses traces pour trouver une relique et elle va se retrouver sur une île. C'était son choix à la base, mais la manière dont elle va y arriver, ça va pas trop bien se passer. Il va y avoir une tempête, elle va se retrouver kidnappée par des cannibales, hein. Au début, Lara Croft souffre pas mal. Ça fait un petit peu mal au cœur quand on la voit comme ça, parce qu'elle se retrouve attachée au début de jeu. Le début de jeu, c'est littéralement ça. On est pendu à l'envers autour de dizaines de cadavres. Et du coup, on tente de se dépatouiller de ça. On tombe et on se prend un pic. Ça annonce assez rapidement la couleur. On sait juste qu'elle va douiller comme ça pendant les 12 à 13 heures de jeu. Ça fait mal, franchement, pour elle. Et ce qui était intéressant, par contre, je trouvais, c'est la psychologie. C'est une jeune femme, elle n'est pas habituée à tuer, etc. Du coup, on sent vraiment l'hésitation et la peur au début quand elle va commencer son aventure. Et on va sentir qu'elle prend peu à peu en assurance, pardon, je cherchais le mot, elle se retrouve comme ça, du coup, à tuer le premier homme qui tente de la violer, hein. C'est plutôt légitime, du coup, je pense, de tuer son premier homme pour cette raison, mais bon, ça ne concerne que moi. Euh, et à partir de là, je pense, pour moi, ça a gâché pas mal de choses, par contre, parce que elle tue un homme, elle le regrette amèrement, et c'est compréhensible, hein, je pense que ça doit faire quelque chose quand même de tuer un homme. Je ne l'ai pas expérimenté personnellement, mais j'ose Ah bon? à peine imaginer ce qu'on peut, ce qu'on peut ressentir. Mais après ça, du coup, il y a un total dérèglage qui se fait. Et c'est ce qu'on peut reprocher finalement à beaucoup de jeux, c'est le fait, c'est bon, j'ai tué un homme, maintenant, je vais en tuer littéralement un millier. Et les 8 heures de jeu qui suivent comme ça, elle tue un millier d'hommes, elle n'a plus aucun remords, cette femme. Ce qui était quand même pas mal dommage. Et c'est con, hein, parce que ils partaient sur un traitement vraiment humain du personnage et ils se sont retrouvés à saccager tout ça en disant bon, maintenant on va juste faire un bête jeu d'action, c'est pas grave, hein, elle va tuer des gens après tout. Elle est là pour ça et c'est ce qui plaît, aux joueurs. Et voilà. Dommage parce qu'au demeurant l'histoire est vachement intéressante, hein. On part à la recherche d'une relique, on visite une île qui est
plutôt séduisante au demeurant. Les panoramas sont souvent sublimes, et ça vaut également pour les suites qui se passent dans des endroits différents. Par rapport à ceux qui sont habitués aux vieux jeux, c'est-à-dire où chaque niveau se passait sur une partie différente du continent, là vous risquez peut-être d'être déçus par contre, parce qu'on se retrouve, c'est une île et c'est tout, on visitera que l'île pendant toute la durée du jeu. Deuxième jeu c'est pareil, ok, on est, je sais plus où, on se retrouve dans une montagne, c'est du côté de la Russie, et on va rester dans ce secteur pendant toute la durée de l'aventure. Et le troisième c'est pareil, on arrive au Pérou et on reste au Pérou tout le long de l'aventure. C'est un peu dommage pour ceux qui aimaient voir du paysage avec Lara Croft, mais après c'est suffisamment bien exploité du coup pour qu'on ait envie de continuer. Mais ouais, moi de mon côté, je suis content, je l'ai fait en stream, je prends du plaisir à jouer. Par contre, je joue plus pour la raison du début qui me disait tiens, j'ai envie d'apprendre à connaître Lara Croft, parce que le personnage que je vois à l'écran n'est pas un personnage que j'ai envie d'apprendre à connaître, parce que c'est juste une meurtrière de sang-froid quoi finalement. Et c'est un peu dommage, je trouve. Je sais pas si vous l'avez fait de votre côté, la dernière trilogie, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous y avez joué, parce que c'est peut-être moi qui suis trop sévère, hein, c'est Non, possible j'ai aussi. pas joué, mais c'est dommage, c'est vrai ce que tu soulèves en soi. Moi, je n'y ai pas joué non plus, hein. Moi, j'ai dit je n'ai vu que les films, hein. Mais j'imagine que si vous répondez pas, c'est qu'aucun des trois autres n'y a joué. Non, moi j'ai joué au 3 à l'époque sur PS1, enfin donc le vieux 3, hein, mais j'ai pas fait les Mais récents. il t'a Ouais. pas donné envie, là, j'imagine. Bah après moi j'ai d'autres gens qui les ont fait, j'ai eu des retours un peu plus positifs, donc bon, peut-être que je testerai pour me faire mon propre avis. Ah, après, je reste sur ma position, c'est pas des mauvais jeux, hein, c'est juste que c'est pas ce que j'attendais quand je jouais à Tomb Raider. Quoi, Ah pour oui, le coup. c'est audible. Mais ça reste quand même une icône de la pop culture geek jeux vidéo. Je veux dire, aujourd'hui, si on parle de jeux vidéo, Lara Croft est un nom qui sort assez souvent. Et Hérisson et Valou, on vous a pas entendu sur le sujet. Vous aimez pas Lara Croft? Arrête, Valou c'est son premier fantasme. Tu penses? Non, mais moi j'ai juste jamais joué. Ma seule référence sur Lara Croft, c'est la vidéo du joueur du grenier. Où Lara Croft, c'est Ah oui. juste un bras sur une paire de seins, il me semble. Effectivement. C'était ça donc Oui. son premier fantasme, bah bravo. Oh mon dieu. Et ben c'est sur cette phrase qu'on va conclure cette chronique. Branche ta manette, mon Dieu. c'est horrible. Mais tant pis, on va passer, Voilà. on va passer à d'autres fantasmes féminins peut-être, ou pas. Non, je retire ce que j'ai dit. On va lancer le Oula. jingle de sa cartoon. On lance sa cartoon. Donc, flashback dans les dessins animés. J'ai foutu une drôle d'ambiance là, je sens. Flashback dans les dessins animés. On va parler des Totally Spies. Alors, avant de laisser la parole à Discordia, la plus grande fan française des Totally Spies. Oh là là. Je plaisante. Merci. Elle aimait. Mais elle va vous raconter quelques anecdotes sur sa vie privée et sur Totally Spies. Vous verrez, il y a de quoi retenir certaines choses. Donc, on va vous présenter rapidement ce dessin animé culte entre guillemets, parce que je pense que voilà, si vous êtes de notre génération, vous l'avez ou plus ou moins connu ou entendu parler. Donc, il y a 156 épisodes de 22 minutes, étalés sur 6 saisons si je me trompe pas. On l'a tous plus ou moins connu sur TF1 avec TF Jeunesse, TF et compagnie. Et chose à savoir, c'est un dessin animé, une série animée franco-canadienne, bien que l'intrigue se passe, elle, à Beverly Hills. Alors, quand j'ai découvert ça, j'étais un peu surpris, parce que moi, perso, comme je voyais que c'était Beverly Hills, Los Angeles et compagnie, oui, c'est américain, hein, c'est clairement inspiré des Drôles de Dames, hein, qui est là aussi américain. Et donc, voilà, savoir que c'était français, bah, c'est assez surprenant. Et donc, ça raconte l'histoire donc d'Alex, Clover et Sam, de leur vrai nom, Samantha Simpson, Clover Ewing et Alexandra Vasquez, hein, c'est vraiment Oh là là. Simpson, on connaît, Ewing c'est Dallas, Vasquez, c'est, je crois que toutes les latinos dans une série américaine s'appellent Vasquez. Je crois que c'est le nom de jeune fille de Gabriella dans Desperate Housewives, pour vous dire. Oui, je crois. Ouais, donc voilà, ils ont pas été très loin. Et donc ces trois jeunes lycéennes, puis étudiantes à la fac à partir de la 5e saison, il me semble, sont embauchées par le Whoop et par Jerry pour être des espionnes à travers le monde. Et elles ont plein de gadgets super géniaux. Et elles doivent résoudre plein d'enquêtes et défaire plein de méchants. Et tout en gérant leur vie amoureuse et sentimentale, notamment Clover, il me semble. Et ben Oui, j'ai laissé la surtout. parole à Justement, Discordia, qu'est-ce que tous tes souvenirs des Totally Spies, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des anecdotes?
Bah, en fait, si je devais mettre un mot sur le dessin animé, c'est que pour moi, c'était vraiment le dessin animé féministe que j'adorais regarder. Parce que vraiment, c'était que des nanas. Elles étaient badass. C'était elles les héroïnes. Et pour une fois, c'était pas une... Il y avait quand même des clichés féminins, parce que t'as Clover qui adore faire du shopping, etc. Et bref, c'est pas grave, parce que c'était tellement contrebalancé par le côté super-héroïne, vraiment, qui, quoi qu'il arrive, elles arrivent toujours à s'en sortir. Et ça, je trouve que c'était, pour moi, le vrai premier dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petite, qui m'a fait dire « Ouais, je suis une fille, et je peux être moi aussi forte qu'elle, et tout. » Et c'était un bon message. Et je trouve que, parfois, les dessins animés essayent... oublie un peu cet aspect-là, que oui, des filles, ça peut être badass, et surtout des dessins animés 100% féminins, en fait. Et ça, il y en a pas beaucoup, en tout cas en France, je trouve. Il y en a eu de moins en moins avec les années, et pour moi, Totally Spice, c'est la référence à ce niveau-là. Donc, Puis il y avait une bonne ambiance. Enfin, moi, l'ambiance générale qui se dégage du dessin animé, il y a plein de sons cultes, hein, le tululu, tululu, ah enfin, les oui, gadgets toujours aussi improbables, enfin, les rouges à lèvres, laser, bien le sûr. truc poudrier. Le Enfin, comme il y a- poudrier. Oui. Bien sûr. Puis, moi, à chaque fois, les épisodes, c'était, mais quels accessoires ils vont sortir, quoi. Ça va Le être. sac à dos Jackpack. Oh là là, oui. Non mais... Valou aussi, regardez, il me semble, hein. Ouais, alors je me souviens plus trop des épisodes précisément, mais c'est vrai que je me souviens que j'avais regardé plein d'épisodes, ça passait tout le temps. C'était vraiment un des rares dessins animés aussi où enfin, je voyais beaucoup de garçons regarder, quoi, hein. Il y avait un côté Oui. action Ah, aussi les garçons regardaient. qui était là, quoi. Les, les garçons regardaient-ils pour les bonnes raisons? Est-ce qu'ils regardaient pas pour les tenues moulantes en latex? Non, quand t'es enfant, je pense pas. Pas loin, je pense, parce que pour moi, le Totally Spice, c'était un peu le Sailor Moon des années Oui. 2000, tu vois, dans le sens où les garçons avaient un peu honte de regarder, mais n'empêche, ils aimaient bien Clover, Sam, Alex, ils avaient quand même leur petite préférée à dire « Oh là là, elle est plus belle, elle est plus marrante, elle est plus intelligente. » Et au final... C'était qui ta préférée, Discordia? Oh bah, Clover, Clover. évidemment. Moi, c'était Sam, parce qu'il me semble que c'était la plus. Enfin, pas la plus. Oui. C'était la chef du groupe. Elle était Donc, du futée, coup, très elle était futée. futée. Et personne n'a jamais aimé Alex. Oui, Bah, c'est si, vrai. moi, à la base, c'était pas ma préf, c'était Clover. Et quand j'ai vu le film des Totally Spice sur ma PSP, bah, je suis passée du Mm. côté d'Alex. Oh, Je ah, c'est comprends. bien. Il y a un film Mais- Totally Spice. Oui, il y a eu un film qui est sorti. Je suis pas sûr qu'il conclue la série, mais en tout cas, il y a un film au cinéma qui est bien sorti. Oui, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une série dérivée, Spies, je sais pas quoi, où en fait, donc c'est une autre équipe avec des enfants un peu plus jeunes, et Oui. là, c'est des garçons et une fille, parce que l'idée était de toucher un public beaucoup plus masculin. Ça a fait un flop total. Spy Z, voilà. Donc c'était Oui. aussi Jerry, hein, qui était là pour leur donner des missions. Donc on est vraiment dans le même univers. Les filles font des guests de temps en temps, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Alors, moi, il y a un truc qui m'a appris Discordia quand je l'avais interviewé pour un documentaire à venir dans très longtemps sur les dessins animés de notre enfance. Et Oula. tu m'as appris, je ne savais pas du tout, qu'il y avait un crossover avec un autre dessin animé. Alors, si vous ne le savez pas, à votre avis, les autres, c'était avec quoi? Moi Moi, aussi, je je sais. sais. Je l'ai su, mais je me rappelle plus. Alors, c'est pas Scooby-Doo. Alors, c'est en fait un crossover avec un dessin animé donc, produit par les mêmes personnes et la même Oui. équipe et tout ça. Donc, C'est la- Valou, tu sais, c'est avec quoi? Martin Mystère, non? C'est ça? Oui. Parle-nous-en du coup, Discordia. Alors, c'est un épisode assez spécial et vraiment quand je l'ai... Parce que je regardais sur Canal J et donc je voyais Totally Spice d'un côté sur TF1 et je voyais Martin Mystère sur Canal J de l'autre et un jour je tombe comme ça des nues et je vois que Martin Mystère est dans Totally Spice, mais que se passe-t-il? Et en fait, bah, il se trouve Martin Mystère, je sais pas si vous voyez un peu aussi quel était l'univers, mais Il en était tout beau. cas, il était beau gosse, très dragueur, et surtout, bah en fait, il chassait les monstres, il chassait le paranormal. Et il s'avère qu'un jour, en chassant un Yeti, il tombe sur l'équipe des Totally Spies, qui, elle aussi, enquête sur des
enlèvements, des méfaits qui se passent dans une station de ski. Et donc, évidemment, Martin Mystère étant très dragueur, finit par essayer de dragouiller par-ci par-là Clover, qui est plutôt réceptive à ses charmes. Et donc, pendant tout un épisode, ils vont s'aider mutuellement avec des gadgets. Un coup très Totally Spies, et où Martin Mystère dit « Mais c'est très pratique ce jetpack !» Et sinon, la fameuse montre de Martin Mystère aussi, qui a des outils un peu sympas. Voilà, il y a un petit jeu de ping-pong de blagues et de fanservice qu'il y a entre les deux séries, et c'est un délice. Donc, je ne sais pas si l'épisode est spécifique à Totally Spies ou spécifique à Martin Mystère, mais en tout cas, cherchez-le, parce que vraiment, il est très cool à regarder. C'est très sympa. Et ensuite, Total Spice, il y a ces espionnes, mais il y a un personnage très sous-estimé, moi j'aime beaucoup, c'est Mandy. Vous aimez bien Mandy? Moi, Ah je oui. l'aime pas. Bah, elle est espionne Oui, pendant un mais, moment aussi. mais pendant genre peu d'épisodes ou pendant genre une Je saison? crois qu'il y a que 3 épisodes où elle est espionne. Elle est en mauve quand elle espionne, hein, il me semble, En c'est fait, ça? ils lui font oublier, ils lui effacent la Ah oui. mémoire à chaque fois. Mais oui, en effet, elle comprend que les Totally Spies sont pas si pestes que ça et que elle pourrait être amie. Et puis, bah, bingo, au moment où elles deviennent amies, enfin, les 4 là, Bah et non. ben non. Voilà. Voilà. Et ben, du coup, pour conclure quand même cette rubrique, t'as une grosse anecdote personnelle à raconter. Enfin, je sais pas si t'as envie de la raconter, d'ailleurs, je te l'impose, mais est-ce que tu veux parler de ton passé de Totally Spice? Oh mon Dieu. Alors, dans un passé lointain, dans une galaxie lointaine, Discordia a déjà été cosplayeuse, et donc j'ai été Clover le temps d'une journée, avec des amis tout aussi fantastiques qui ont incarné donc Sam, Alex et aussi Mandy. Vraiment, je remercie la cosplayeuse qui a fait Mandy avec moi, parce que c'est elle qui avait initié le projet et qui avait beaucoup aidé au costume. Donc, coucou Mio, voilà, je lui fais un coucou. Et si vous voulez aller voir les photos, c'est disponible sur sa page cosplay, hein, si ça vous intéresse. Mio Shizue Cosplay. Et bref, donc il s'avère que justement, ensemble, nous avons fait un groupe et nous sommes allés dans une convention. Voilà, tout à fait lambda, de manga, de séries, d'animés. Et il y avait des invités, dont la voix de Jerry. Voilà, le comédien qui double Jerry. Et quand en fait le staff nous a vu nous balader dans la convention en voyant qu'on était un groupe de Totally Spies et qu'on était toutes réunies et qu'on était plutôt cool au niveau des costumes, voilà. Et bah, ils ont dit « Mais venez sur scène, il va faire son interview et puis vous faites un petit show avec lui ». Alors, on n'avait rien prévu, hein, nous on était juste là pour prendre des photos et kiffer, hein, mais... Et donc on s'est retrouvés propulsés sur la scène en moins de 30 minutes, et on nous a dit « Allez, vous faites des pauses et tout, et on vous met la musique et vous vous débrouillez ». Et là, ok, on s'est retrouvés sur scène, et le comédien nous a vus, il a dit « Oh mais vous êtes génial, j'adore et tout ». Il a commencé à faire la voix de Jerry, il disait « Alors les filles, vous êtes prêtes pour une nouvelle mission ?» Et s'en est suivi tout un jeu où justement on était en mode oui Jerry, voilà, à faire les cruches sur scène, voilà. Mais très bon moment, il était content de nous voir en plus. Voilà. Il s'appelle Jean-Claude Donda, ce monsieur, pour le nommer. D'ailleurs, bah, Nico, juste avant de finir, Chernabog, tu es un spécialiste des voix, des voix. Et donc, tu sais que tu sais qui joue les trois comédiennes, les trois personnages principaux féminins? Alors, je sais qu'il y a Claire Guyot, effectivement. Qu'on ne présente plus parce que Claire Guyot, c'est qui? Ah bah, c'est la voix notamment de Buffy, ou même d'Ariel dans La Petite Sirène, entre autres. Et de Suzanne Mayer dans Desperate Housewives. Oui, tout à fait. Et de Winona Ryder dans la plupart de ses films aussi. Et ensuite, on a donc Philly Keita qui joue Clover, et donc elle est connue pour... Récemment, elle a doublé, alors le nom de l'actrice m'échappe, alors je suis navré, mais je sais qu'on l'a vue dans Deadpool 2 et dans Joker aussi. Voilà. Par contre, la troisième comédienne, tu m'en parlais tout à l'heure, moi je la connais pas. Donc c'est Céline Moche qui joue Alexandra. Et alors elle est connue pour le rôle de... Alors son plus gros rôle, visiblement, c'est Meredith Grey dans Grey's Anatomy, depuis toujours. Ah ouais, c'est la même. Voilà. C'est dingue. Oui, c'est la même. C'est avec cet info choc qu'on va conclure sur les Totally Spies. Kyotenchi n'a rien dit, mais tu regardais les Totally Spies? Non, pas du tout. Ok, et ben c'est sur cela qu'on va passer à la rubrique suivante, qui, si je ne me trompe pas, c'est le club de lecture. Délivrez-vous des histoires à l'imparfait. Délivrez-vous ou le futur inventé.
qui dit club de lecture dit livres, bouquins, bibliothèque et tout ce qui s'ensuit. Comme à chaque émission, l'idée c'est de présenter en moins de 2 minutes un livre et de convaincre les autres de s'y lancer. Ça avait marché la semaine dernière vu que Kyotenchi a acheté Croque-Mitaine qu'il n'a pas encore lu par contre. On n'est que 5 à le présenter, donc Charnabog qui n'en a pas à présenter, et ben c'est lui qui cette semaine choisira lequel lui a donné le plus envie. Donc Charnabog, attention, lourde responsabilité sur tes épaules, es-tu prêt? Je suis tout oui. Et on va commencer par Valou le loup qui va nous présenter un manga si je me trompe pas. Oui, exactement. Donc, moi, je vais vous présenter Spy Family. C'est un manga de Tatsuya Endo, des éditions Kurokawa, qui est toujours en cours, avec 6 tomes sortis au Japon et 3 chez nous. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un espion considéré un peu comme le meilleur de sa profession, qui se voit un jour confier une mission très spéciale où il doit recueillir des informations sur un politicien influent et inaccessible qui menace la paix du pays. Et en fait, pour se rapprocher de lui, il devra trouver un enfant et le faire intégrer dans la prestigieuse école où le fils de sa cible est aussi inscrit. Et pour ce faire, il va alors se créer une famille de toutes pièces qui ignore bien sûr sa vraie profession d'espion et sa mission. Et c'est ainsi en fait qu'il adopte une petite fille qui se révèle avoir des pouvoirs de télépathie. Mais là aussi, personne ne le sait. Et il se trouve aussi une épouse qui avait besoin d'un mari aussi par intérêt, mais qui cache aussi un secret qui est qu'elle est en fait une tueuse à gages. Donc une famille très atypique qui se crée et qui se découvre et s'apprivoise au fil de l'histoire. Et du coup, on va suivre toute l'avancée de cette mission avec leurs échecs, leurs déboires, leurs victoires. On a un côté humour et tranche de vie très présent et en même temps parsemé de scènes d'action qui sont assez efficaces et même des temps aussi très touchants parce que on sent que peu à peu, il y a des vrais liens qui vont se créer au sein de cette fausse famille, entre guillemets. Et c'est plein de mignonitudes. Voilà. C'est noté, donc vous le savez, vous pourrez réagir sur les livres, hein, les autres tout à l'heure, mais là on va faire enchaîner les présentations pour que Charnabog choisisse, et on va passer à Discordia. Je ne sais pas quel type de bouquin c'est par contre. Ah, c'est un manga, oui, voilà. Mais Bah, vas-y. Ok, merci, salut Discordia. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Ça a l'air trop cool. Voilà. Alors, Bah, vas-y. Alors, je voulais vous partager un petit peu une découverte que j'ai faite l'année dernière, qui s'appelle donc Reine d'Égypte. Et c'est peu commun, parce que j'ai pas eu... Je sais que ça existe beaucoup, mais c'est des mangas historiques, en fait, tout simplement. Donc ce n'est pas une histoire imaginée, ce n'est pas... Il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas tout ça. Non, c'est basé sur l'histoire. Après... Qui dit Reine d'Égypte dit Égypte ancienne, donc forcément, c'est pas l'histoire avec des écrits très très précis, mais il se base quand même sur beaucoup de faits reconnus, historiques, des découvertes d'archéologues qui sont véridiques. Donc le manga est truffé de connaissances en tout genre sur l'Égypte ancienne, mais vous allez donc découvrir dans ce manga l'histoire pas de la fameuse grande Cléopâtre, comme Ah bah pour tant elle. pis, je veux pas, déçu, je Ah veux pas. non, mais non, Aldric, ce n'est pas Cléopâtre, mais au contraire, c'est une reine qui a existé bien avant Cléopâtre, comme quoi elle n'est pas si famous que ça, la grande Cléopâtre, elle n'est pas arrivée, elle n'a pas innové. Non, il y a eu une reine d'Égypte bien avant elle, qui s'appelle Hatshepsut, et qui... En 1400 avant Jésus-Christ, je crois, à peu près, donc bien avant elle, elle aussi a décidé de devenir pharaon et de prendre tout simplement la place légitime des hommes, en fait, parce qu'elle en avait marre et qu'elle estimait que c'était elle la véritable... la véritable régente, celle qui avait les meilleures idées, les meilleurs espoirs pour son peuple. Et donc elle va décider petit à petit d'élaborer un plan, de s'entourer de personnes de confiance, et pour tout simplement jeter son demi-frère qui a pris sa place à la mort de leur père, et elle estime qu'elle est plus digne que lui, donc voilà, elle va utiliser un peu de ses charmes, de son assurance, de son courage pour évincer son demi-frère et devenir pharaon à la place du pharaon. Et en même temps, on découvre cette histoire qui est vraie, parce que Hatshepsut a vraiment existé et a vraiment fait tout ce qui est dit dans le manga. Donc il y a forcément une part de romance, mais
c'est vraiment très bien raconté, avec des illustrations juste magnifiques. Donc voilà, pour le côté un peu historique, moi ça m'a vraiment fait découvrir ce personnage au final tout aussi extraordinaire que Cléopâtre. Et je trouve que justement c'est une reine d'Égypte un peu oubliée qui a eu des idées très novatrices en plus justement pour son pays et pour l'époque. Donc voilà, pour le côté un peu historique, je vous le conseille. Voilà, ça change du manga de super-héros et voilà, très joli à lire en tout cas. Très bien. Eh ben, du coup, on va passer à Kyotenshi, qui ne va pas vous faire découvrir un manga, mais va plutôt faire découvrir une édition nouvelle d'un manga. C'est Naruto. Exactement. Bon, oui, effectivement, je vais pas vous faire l'affront de présenter Naruto. Je pense que tout le monde connaît un petit peu le fameux ninja qui veut devenir Hokage. Non. Non, c'est quoi? C'est un ninja qui veut devenir Hokage. Voilà. Mais il est possédé par un démon à 9 queues. Donc pas des moines, vu que c'est le plus puissant des démons. Bref, on va pas trop rentrer dans le détail du scénario, sachant que je ne l'ai pas terminé, du coup, ce scénario. J'avais commencé l'animé, mais c'était un petit peu trop long et beaucoup trop rempli de fillers pour que j'aille plus loin. Et je me suis mis, du coup, au manga avec la collection Hachette. Donc la collection Hachette, je crois qu'ils avaient fait ça pour Dragon Ball. Corrige-moi si je me trompe, Al, c'est ça. Alors oui, je l'ai fait pour Dragon Ball parce que j'avais la Perfect Edition déjà des mangas et ils ont sorti une sorte de nouvelle Perfect Edition. Le but c'est que les livres sont beaucoup plus grands, c'est vraiment taille vraiment gros bouquin et voilà. Mais donc ils l'ont fait pour Dragon. J'ai fait toute la collection Ouais, Dragon c'est ça, Ball. du coup. On se retrouve avec chaque mois, on va recevoir entre 2 trois mangas, du coup, qui vont recouvrir tout le scénario. Il y a quand même 37 tomes à recevoir, pour l'instant j'en ai 8, donc il y a encore un petit peu de chemin. Mais c'est pas mal du tout, c'est un grand format. Et contrairement à Dragon Ball où je trouvais les dessins un petit peu ratés quand j'avais commencé à lire avec Aldric, c'était un petit peu flou. C'est pas qu'ils étaient ratés, c'est Oui. que l'impression, comme du coup, contrairement au format de base, ils ont agrandi les dessins, enfin agrandi les dessins. Et c'est vrai que l'édition du coup Dragon Ball, elle a un côté sur l'impression qui manque peut-être un peu En de fait, je qualité. pense surtout que c'est l'époque qui veut ça, parce que si je dis pas de bêtises, il dessinait vraiment lui, alors que le dessinateur de Naruto, Masashi Kishimoto, il est passé au dessin par ordinateur durant durant le dessin Naruto, dessinage, je je sais pas trop le terme. Illustration. Durant l'illustration de Naruto, merci. Et du coup, non, vraiment une édition quali, il y a plein de petits bonus en plus. Dès qu'on va ouvrir le livre, on va avoir les couvertures, non pas les couvertures qu'on a eues en France, mais les couvertures japonaises à chaque fois, des petits cadeaux. Bon, après, c'est les fameuses éditions Hachette, hein, du coup, il y a des petits cadeaux, avoir un mug Naruto, on va avoir des porte-clés, posters, des dessous de verre, des choses comme ça. Donc, une édition qui est vraiment sympathique, je pense, pour découvrir le manga, pour ceux qui ne l'ont toujours pas découvert ou qui ont envie de le découvrir un petit peu plus tard, comme c'est mon cas. Et maintenant, j'ai hâte d'avoir la suite. J'attendais un petit peu de recevoir quelques tomes. Vu que j'en ai 8, là, je peux attaquer assez sereinement et je vais recevoir du coup la suite tous les mois. Plutôt un bon investissement. Je crois que ça coûte... faut compter 30 € par mois pour avoir 3 tomes. Donc c'est plutôt rentable finalement quand on regarde 2 tomes à l'unité. C'est 14,80 pour les achats à l'unité. Donc on est gagnant de 4 € quasiment par achat. Merci. Donc on va passer à Hérisson qui nous présente, je ne sais pas si c'est un manga, un comics ou autre chose. Alors en fait, à la base c'est un webtoon, donc c'est Solo Leveling, qui est voilà un webtoon sud-coréen qui est écrit par, alors je vais sûrement mal prononcer, je m'en excuse d'avance, par Chung Gong, et qui est publié, qui a été adapté en manga en France, en version papier du coup, par les éditions K ou Key Books. Je ne sais pas non plus comment on le prononce. Et ça s'appelle Solo Leveling. Le livre en soi est sympa, du coup c'est en couleur parce que ça vient des webtoons. Par contre, c'est vrai que je préfère prévenir pour ceux qui sont très sensibles à l'image. Il y a quelques... je pense que ça devait être compliqué en termes d'impression d'avoir des images couleurs, donc il y en a quelques-unes qui sont pixelisées. C'est très agréable cependant pour ceux qui auraient lu le webtoon de le voir en BD parce que c'est vraiment une autre façon de lire, parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément les webtoons, on scrolle vers le bas et en fait c'est une BD tout en longueur, alors que là c'est vraiment sur un format beaucoup plus classique. L'histoire de Solo Leveling, c'est un monde assez actuel, sauf qu'il vient de se passer bien évidemment quelque chose qui vient tout bouleverser. Il y a eu ce qu'on appelle l'éveil et la création d'un nouveau métier qui est les chasseurs. Donc il y a des gens qui se sont éveillés avec une force plus grande.
Et ils sont là en réaction à des phénomènes naturels qui ont lieu, qui sont des portails qui s'ouvrent. Et si les portails donnent en fait accès à une sorte d'autre dimension, un donjon, et si les donjons ne sont pas terminés et conclus au bout de 7 jours, les créatures de ce donjon peuvent venir dans la réalité, dans le monde où il y a eu le portail. Donc il y a ces fameux êtres beaucoup plus forts qui sont là pour venir terminer ces donjons pour sauver le monde. Donc on va suivre un adolescent qui a effectivement eu cet éveil, mais qui est un chasseur de rang E, qui est le plus bas des rangs, parce que bien sûr il y a eu des classements en fonction de la puissance. Il est de rang E, donc vraiment très mauvais, et en plus c'est le plus mauvais des rangs E. C'est-à-dire que sur des donjons, parce que les donjons aussi ont des estimations de niveau, il se fait mal, il se blesse et tout. Il est juste légèrement plus résistant qu'un humain, mais ça va pas au-delà. Et on va suivre un petit peu ses aventures, parce que il va finir par entrer dans un portail, parce qu'il se sent obligé de faire son métier pour sa famille. Et en fait, c'est un double donjon qui emmène à quelque chose d'inédit, où il va lui arriver des choses. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment le contenu, assez surprenant du premier tome pour ceux qui n'ont pas lu le webtoon. Et voilà, c'est vrai que moi j'aime beaucoup quand on suit des personnages qui sont nuls. Parce que je trouve que comment ils vont surmonter ça, comment ils le sentent et tout, je trouve qu'il y a une vraie force dans les émotions. Le personnage est extrêmement bien développé. Et pour ceux que ça intéresse, le personnage aussi, au fur et à mesure qui grandit et va évoluer, son dessin va aussi changer et venir se rendre mature. Et j'aime extrêmement quand il y a cette évolution entre à la fois le personnage et le dessin. Et du coup, voilà, ceux qui sont un petit peu fans d'isekai, d'ambiance un petit peu jeux vidéo, gaming, et qui aiment bien des personnages vraiment bien construits et avec des histoires un petit peu surprenantes, je conseille vraiment ce livre. Donc il y a le premier tome qui est sorti en France et le 9 juin il y a le deuxième tome. Sinon le webtoon a à peu près dépassé, je pense, les 130 chapitres actuellement. Voilà. Merci Hérisson. Et je vais présenter à mon tour donc les comics dont je voulais vous parler. Juste avant, je suis désolé Kyotenshi de t'avoir coupé. Voilà. C'est pas grave. Si, tu m'as dit par message. Voilà, donc je m'excuse publiquement. Et je présente mes comics qui sont Fable ou Fable, je sais pas si on le dit Fable Fables, aux États-Unis. Ah, en France, on dit Fable. Et donc, alors Fable, c'est plus ou moins connu, je pense. Alors, sachant que moi, je vais vous parler de l'édition que j'ai connue, parce que je les ai lus. J'ai commencé lors du dernier confinement, où à la base, c'était Kyotenshi qui voulait que je lui achète le volume 1 intégral, parce qu'en fait, à la base, c'est une cinquantaine de comics en France, et du coup, qu'ils ont tout regroupé en 10 gros volumes, ou du coup, vraiment des très très gros volumes. Alors, les volumes sont magnifiques. Seul peut-être inconvénient de ces gros volumes, quand vous pouvez pas le lire dans le lit. Quand vous êtes dans le lit en train d'essayer de lire ce machin, c'est un peu volumineux, ça prend beaucoup de place. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux être beaucoup plus à l'aise pour les lire. Mais j'avais commencé parce que je lui ai offert. Il les a toujours pas lus d'ailleurs. Mais moi j'ai lu le premier tome, enfin le premier gros volume. Et j'ai tellement kiffé que j'ai acheté volume 2, volume 3. C'est 28 € par volume, ce qui n'est pas si cher que ça. Parce qu'on peut se dire qu'à l'intérieur, c'est comme si on avait 5 comics. Et que de base, un comics à l'unité, on est dans les 15-16 €. Donc vraiment, 28 €, c'est vraiment pas si cher que ça. Et donc la série est terminée, hein, donc c'est 10 gros volumes. Et Fable, c'est quoi? Alors, c'est ce qui a plus ou moins inspiré la série Once Upon a Time pour ceux qui connaissent. L'idée de base, c'est que tous les contes de fées, tous les personnages de tous les contes de fées ou de tout ça existent pour du vrai, et ils ont dû fuir en fait leur propre monde, les royaumes. Donc il y a déjà 2 siècles pour atterrir donc dans notre monde à nous, parce que il y a un grand méchant, un empereur qui lance une dictature et qui saccage tout, qui les tue et compagnie. Donc voilà, ils ont tous fui. Ils sont arrivés il y a 2 siècles et ils ont cette bénédiction ou pas d'être plus ou moins immortels, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas mourir, ils ne peuvent pas vieillir. Donc depuis 2 siècles, Blanche-Neige a toujours le même âge, elle est toujours aussi belle et jeune qu'avant. Et donc, évidemment, ils se sont un peu dispatchés, mais la plupart des fables vivent dans 2 endroits. Donc, dans un quartier de New York que les humains ne voient pas, parce qu'il est caché par magie, bien évidemment. Donc, soit dans un quartier de New York, pour ceux qui ont des apparences humaines, mais tous ceux qui ont des apparences, on va dire, les animaux, comme les 3 petits cochons, les lapins qui parlent et compagnie, eux vivent dans ce qu'on appelle la ferme, donc dans un endroit très isolé, pour ne pas être vus, évidemment, par le commun des mortels. L'intrigue, donc, est très complexe, parce qu'elle va s'étendre
sur ces 10 volumes, il y a aussi des spin-offs, comme Feyres, qui va se concentrer sur des personnages féminins, et d'autres, et Jack of Fable, qui est donc un des personnages principaux de Fable, qui va ensuite, lui, développer dans sa série de spin-offs, on va dire, plus tout ce qui est littérature, comme les livres, comme le Magicien d'Oz et compagnie, donc ces personnages-là, qui vont être tous réunis, eux, dans un univers un peu spin-off. Et donc au niveau de Fable, l'intrigue est un peu complexe parce que il y a toute une histoire de pouvoir pour ensuite reconquérir les royaumes. Il y a énormément de personnages. C'est comme si, comme dans Once Upon a Time, hein, et là c'est comme si on vous mettait tous les personnages de Disney, tous dans la même histoire. Donc évidemment, certains ont des rôles un peu plus importants. Ici, c'est surtout Blanche-Neige, l'héroïne, qui va évidemment s'amouracher, non pas d'un prince charmant, parce qu'elle a divorcé du prince charmant. D'ailleurs, petite parenthèse, le prince charmant a trois ex-femmes, parce qu'il a épousé Blanche-Neige, il a épousé Cendrillon, il a épousé la Belle au Bois dormant, et à chaque fois ça s'est mal terminé. Donc on a une Cendrillon d'ailleurs beaucoup plus moderne, hein, qui est devenue agent secret, qui espionne, elle est géniale, j'adore. La Belle au Bois dormant, la Belle au Bois dormant qui s'appelle non pas Aurore comme dans Disney, mais Églantine, elle a cette faculté aussi toujours elle a un pouvoir, c'est qu'elle peut endormir tout le monde si elle le souhaite, enfin voilà, c'est assez rigolo. Et Blanche-Neige, c'est l'héroïne, elle est l'adjointe au maire de Fableville, et elle doit résoudre. Au début, il y a des enquêtes un peu policières, on pense que la sœur de Blanche-Neige est morte, Rose Rouge, qui l'a tuée, cela. Et puis plus on avance, plus on en a des intrigues beaucoup plus complexes. Ça se passe sur plusieurs décennies, parce qu'on a des flashbacks qui nous racontent ce qui se passait avant dans le royaume, on a des personnages qui interviennent, qui meurent, il y a vraiment des moments très tristes, très émouvants. Les styles graphiques peuvent varier aussi d'un chapitre à l'autre, parce que c'est pas forcément les mêmes dessinateurs. J'ai oublié le nom de la personne qui les dessine, mais j'en suis navré, je mettrai dans les commentaires. Mais du coup, à inviter d'autres dessinateurs pour voilà, illustrer un peu des chapitres et tout ça. Et on a vraiment tous les personnages des contes de fées qui sont repris avec une relecture de leur mythologie plutôt fidèle quand même par rapport à ce qu'on connaît, mais là on est plutôt sur la suite, qu'est-ce qu'ils sont devenus après toutes leurs histoires, et vraiment à la Once Upon a Time, on réunit tout le monde, il y a des liens, et c'est vraiment ultra prenant, c'est vraiment passionnant. C'est une énorme saga, clairement, parce que comme je dis, il y a 10 gros volumes équivalents de 50 comics, plus tous les spin-offs. Et ben moi je suis tombé en amour avec cette série, et j'ai pas pu décrocher, et je me suis laissé prendre au jeu. Et c'est vrai que maintenant que je sais que Once Upon a Time a inspiré cette série, de manière très différente, parce que Once Upon a Time a un ton beaucoup plus Disney, là où Fable a un ton beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, faut être honnête. Et donc voilà, ce sont deux visions très différentes, partant du même postulat, et je peux que vous le conseiller, et voilà, allez lâcher votre argent dedans. Charnabok, je te laisse choisir ton livre préféré. Eh bien, beaucoup de propositions intéressantes, mais je crois que je vais me laisser séduire par les charmes de l'Égypte antique et je choisis donc le livre de Discordia, donc Ma reine d'Égypte. Et les autres, il y en a qui vous ont intéressé dans ce qui a été présenté? Fable. Bah, Fable, un petit peu, vu que c'était moi qui voulais le lire à la base. Et juste, je rebondis sur Fable. Il faut savoir qu'il y a un jeu vidéo de 5 épisodes qui est sorti qui s'appelle The Wolf Among Us. Ah ouais? Sur le loup, Sur qui est le Wolf en fait, qui va devenir l'amoureux de Blanche-Neige, qui est donc le loup du chaperon rouge, hein, est un des personnages principaux. Ah, Voilà. c'est énorme. C'est un anti-héros, hein, le gars. C'est un anti-héros. J'en profite pour ramener ma science un petit peu. Tu disais que contrairement à Disney, la princesse s'appelle Églantine. Bah, dans la première version française de La Belle au Bois dormant, le nom d'emprunt de Aurore, c'était bien D'accord. Églantine, voilà, pour Eh l'anecdote. ben, Donc ça vient pas de nulle mais du part. coup, merci pour cette information. Mais les personnages sont quand même. Il y a la Reine des Neiges qu'il y a dans Fable, c'est pas la Elsa par exemple, c'est vraiment la Reine des Neiges du conte. C'est une méchante de base, donc beaucoup plus sombre. Même tous les autres personnages que vous allez rencontrer, Geppetto, Pinocchio, il y a aussi tous ceux qu'on voit pas forcément dans les Disney mais qui existent dans les contes, comment ça s'appelle, avec le boucle d'or. D'ailleurs, passage, mais par exemple, on apprend que il y a celle qui vit avec les trois ours là, c'est boucle d'or, les ours, Oui, c'est oui. ça, hein. Bah, elle a des relations incestueuses avec les ours. Oh non. Ah si. Oh, Et voilà. Ça vous donne toujours envie, Fable? Ah bah plus que jamais. Là. Finalement, je change mon vote. De l'inceste, c'est parfait. Je sais que Fab m'intéressait beaucoup parce que Alain, c'est un de ses comics aussi préférés. Lui, je sais que le personnage qui tient beaucoup, c'est Boys Blue. Je sais pas si tu vois
C'est son Ah, préféré. ah oui, non mais c'est un des personnages principaux. Il est touchant, c'est l'assistante Blanche-Neige. Et en fait, il part pour le coup, c'est une très belle écriture. C'est le personnage de base secondaire, tu sais, qui va prendre de l'importance au fur et à mesure, qui va devenir du coup entre guillemets un héros, qui va être extrêmement développé. Je connaissais pas du tout le conte et l'histoire d'où il venait justement, et j'ai vraiment appris beaucoup. Il y a aussi, voilà, il y a de très bons liens avec d'autres personnages. Et je suis d'accord avec Alain. C'est un des meilleurs personnages de la série Boys Blue. Et j'ai une petite fun fact sur le manga qu'a présenté Ah ouais, Discordia. vas-y. Ah. Ouais, je sais pas si certains regardent la web-série Noob. Non. Ah, j'ai regardé les premières saisons, mais il y a longtemps quand ça a commencé. Il y a, si pour ceux bon, bah, du coup, qui ont des souvenirs ou qui nous écouteront, celle qui joue Golgotha, en fait, c'est celle qui a fait le manga présenté par Discordia. Donc voilà pour la petite fun fact. Mais non. Si, voilà. Sérieux? Eh ben énorme, c'est Mais, une belle info. là, moi, dans mes infos, j'ai Shi Inudo. C'est son pseudo en fait. Mais non! Ah d'accord! Ah bah punaise, tu m'apprends un truc. Je suis choquée. Eh ben voilà. Voilà. Bon. Eh bah c'est un super manga. Bah, c'est sous cette fun fact. C'est une très belle fun fact pour clôturer le club lecture et pour lancer notre dernière partie de l'émission pour être dans les temps et faire les découvertes du web avec le monde numérique. Donc, monde numérique, en général, ça va un peu plus vite. On va vous présenter toutes et tous quelque chose qui vient du web, d'internet, qui nous plaît et qui donne envie, enfin en tout cas qu'on a envie de faire découvrir aux autres. Et c'est Kyotenshi qui va nous présenter une application, il me semble. Une application et un site web surtout qui est Manga Collect. Vu qu'on s'est bien au manga avec Aldric et qu'on en achète beaucoup, à tel point qu'on a rempli de bibliothèques en 3 mois, on s'est dit qu'il fallait peut-être les recenser ces mangas pour savoir où on en était. Et un petit peu à l'instar de TV Time qui permet de retracer où on en est au niveau des séries, Manga Collect permet de se repérer un petit peu sur quel manga on a acheté, quel manga on n'a pas encore lu, etc. Donc c'est soit un site web, vous pouvez vous inscrire dessus, c'est gratuit, soit une petite application à récupérer, et vous tapez juste le nom de votre manga dessus, et ça va vous indiquer, ok, il existe, il y a tel, est-ce que c'est une édition simple, est-ce que c'est une édition collector, vous sélectionnez le type. Si vous n'avez pas le manga, on vous propose de l'acheter, si vous l'avez, vous avez juste à l'ajouter à votre collection, et ça va recenser comme ça, avec une forme de bibliothèque virtuelle super sympathique sur le site internet, tous les mangas que vous possédez. Vous pouvez les trier par mangaka, par éditeur, par titre, tout est possible en fait, c'est vraiment sympathique. Et vu que c'est un site qui est totalement gratuit et sans pub, le seul moyen qu'a le bonhomme de se rémunérer, c'est quand vous appuyez sur un lien, si vous n'avez pas le manga, vous appuyez sur acheter, c'est un petit lien affilié en fait qui lui permet lui de maintenir le site internet et de continuer à bosser dessus, sachant qu'il est tout seul et que ça lui rapporte pas grand chose. Je crois que c'est une centaine d'euros par mois que ça lui rapporte actuellement. Ça m'aurait tellement aidé à éviter d'acheter des mangas en double adolescente. Oh mon dieu, mais je m'en rends compte. Valou, ça pourrait t'intéresser, non? Ouais, grave, mais c'est marrant parce que j'ai justement commencé à faire un peu ma vitrine sur le site MyAnimeList, qui à la base est plutôt pour les animés, quoi, du coup. Mais ouais, c'est intéressant, Manga Collect, je retiens. Il y a plusieurs sites du genre, il y a également Manga News, je crois, qui est beaucoup plus ancien, mais qui permet aussi d'aller lister ces mangas, et qui a même un système de vente de mémoire, où on peut dire, tiens, j'ai lu ce manga, je veux le vendre, et vous pouvez le mettre en vente sur le marché, quelqu'un peut le racheter. Ah, il y a un rédacteur de Manga News qui est dans le fandom de Digimon d'ailleurs. Petite fun fact, voilà. Ah ouais. Un rôle secondaire. Mais on va passer D'accord. à Chernabog. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi avoir peur? Alors pourquoi avoir peur? C'est une chaîne YouTube qui existe depuis 2013, je crois, et qui est tenue par un certain Aube, avec 2 A. Et qu'est-ce que c'est cette chaîne? Bah en fait, pour la résumer grossièrement, c'est une chaîne de creepypasta. Les creepypasta, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est des petites histoires pseudo-effrayantes, des légendes urbaines. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on se racontait au coin du feu à une époque. Maintenant, c'est sur Internet. Donc voilà, c'est censé être des histoires qui font peur concrètement. Bon, c'est plus ou moins réussi. Il y a des perles des fois, et parfois il y a des trucs très mauvais. Et donc, ce monsieur Aube fait des vidéos en reprenant ces histoires-là. Et moi j'aime beaucoup parce que il a un style qui
qui n'utilise pas de facilité comme les jumpscares, un montage épileptique ou ce genre de choses. Au contraire, chacune de ces vidéos est très posée, vraiment, ça prend le temps de poser l'ambiance, avec un vrai travail sur le son. Et encore une fois, il n'y a aucun jumpscare, vous pouvez l'écouter au casque, voilà, vous n'allez pas avoir des crises cardiaques. Et en plus, il a une particularité, c'est qu'à de très rares exceptions près, il utilise une voix à la Google Translate, quoi, une voix artificielle. Ce qui donne un côté, oui, vraiment creepy, c'est déjà de le dire, vraiment et bizarre, et qui met vraiment mal à l'aise. Et voilà, ces derniers temps, il fait plus trop de vidéos, c'est devenu très lent son rythme, peut-être que ça va revenir, mais en tout cas, il en a fait pas mal, hein, je crois que oui, ça fait bien 6-7 ans que ça existe. Je sais qu'aussi il fait de la musique à côté, voilà, puis il y a vraiment un travail sur le son dans ses vidéos. Et après, c'est un bonhomme très mystérieux, mais il a raison d'ailleurs, on pense ce genre de choses, faut jouer là-dessus. C'est-à-dire que je crois qu'on n'a jamais vu son visage, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais c'est Ça toi va- en fait. Ah oui, c'est Non, toi, non, pas du tout. Sa vraie voix, je crois qu'on l'a entendu sur une ou deux vidéos, mais voilà. Mais encore une fois, 99% de ses vidéos sont avec une voix artificielle. Voilà, donc si vous aimez vous faire peur, moi j'ai écouté certaines de ces vidéos dans le noir à 23h, voire minuit, ça fait son effet. Il y en a qui aiment se faire peur autour de la table. Ah oui. Bah ça, pourquoi pas, J'adore. ouais. Ça changera de Squeezie. Oh bah Squeezie, Eh ben, c'est pas le meilleur pour faire ça quand même. Hein. Et ben on se fera Non, c'est pas le une, meilleur, mais justement, ça peut être plus sympathique. Ah bah, on se fera une soirée pour avoir peur tous ensemble. Oui. On sera en live et puis on regardera ça ensemble. Oh Et mon Dieu. on se fera peur. Oui. Hérisson, c'est trop long, pas lu. Oui, c'est un petit site internet de jeux courts, en fait, en moins de 10 pages. Et vous trouvez plein de jeux, des jeux de rôle, murder, etc. Et le but, voilà, c'est d'avoir des jeux facilement accessibles avec des règles très courtes, donc en général relativement simples. Et d'ailleurs, le jeu de rôle que j'avais fait avec toi, Aldric, Valentin, je crois que tu étais là, Amandine aussi, où je vous avais fait le Oui. truc en Égypte, là, avec Magical oui. Aldric. Moi aussi. Ah, Excellent Voilà, Aldric. bah, Oui, Sailor en fait, Aldrich. ça vient de ce site, en fait. C'était un jeu de rôle en une page. Et c'est plein de ressources comme ça, très intéressantes. Si effectivement des choses comme le jeu de rôle vous font peur, 300 pages de livres de règles, là vous pouvez avoir des propositions beaucoup plus courtes pour appréhender ce genre de jeu. Puis bah, on Ah, s'est merci, bien Maud. amusé, donc ouais, franchement. Oui, toujours dans la thématique du jeu avec Hérisson, c'est amusant. Mais oui, le jeu était très sympa, il y a eu plein de trucs improbables. Et, et Nous Discordia, n'en justement. dirons pas plus. Voilà. Voilà. On va te laisser juste la parole, Discordia. Tu voulais parler d'un monsieur. Qui D'un s'appelle monsieur, Mathieu oh Sommet. là 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 là. D'un homme. La non-culture, mesdames et messieurs. Alors, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Donc, Aldric, tu sors, voilà. Oui. Non, Je te laisse mais la parole. sinon, qui parmi vous se souvient du bon vieux temps où What the Cut et Salut les Geeks étaient les émissions sur YouTube? C'était trop bien ce Moi, temps-là. j'adorais SLG. Oui. J'adorais SLG. Merci. Voilà, Aldric. Alors, tu vas découvrir avec nous une époque qui nous semblait aujourd'hui révolue, mais heureusement, le fameux youtubeur de Salut les Geeks, Mathieu Sommet, revient avec un nouveau concept de vidéo qui s'appelle donc OVNI, qui est littéralement un ovni parce que je pense que toutes les personnes qui ont vu le premier épisode ne savaient pas quoi penser de ça à la fin du premier, justement. Mais ce qui était sûr, c'était que Mathieu Sommet était de retour avec un concept tout aussi absurde que Salut les Geeks et que ça allait cartonner, c'est sûr. Il fallait qu'il démarre. Et justement, ça démarre plutôt bien parce qu'il en est au 3e épisode et tout le monde s'accorde à dire que OVNI est en effet une pépite. Donc, je vous le conseille vraiment. Si vous avez le souvenir de Mathieu Sommet et de Salut les Geeks, il est enfin revenu en force avec son objet virtuel non identifié. De nouveaux personnages beaucoup moins humanisés que le hippie, le patron, etc. Mais il y a quand même ce jeu de personnages de répondants où justement il se parle un peu à lui-même. Et voilà, on retrouve Mathieu et ça fait du bien. Il y a tout l'humour absurde qui
qui le caractérise tellement bien. Et donc voilà, ne vous arrêtez pas au premier épisode parce que justement ce qui était très cool, c'est que dès le premier épisode, il a dit « Je prends toutes vos critiques, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'essayerai d'améliorer le concept pour les prochaines. » Et c'est ce qu'il a fait. Il a tout lu, il s'est fait descendre sur le premier épisode, qui n'est pas si mauvais que ça, hein, soyons clairs, mais il y avait beaucoup de déçus parce que ça, évidemment, ce n'est pas Salut les geeks, mais vraiment, allez jusqu'au troisième parce que le troisième épisode qui est sur le Covid, je n'en dirai pas plus parce que c'est des épisodes avec des thématiques justement. Le premier, c'est sur le bonheur, le deuxième, c'est sur guerre et paix, et le troisième, c'est sur le Covid, et tout ça est avec une grosse digression qui est faite tout au long de l'épisode, avec à chaque fois le thème, avec de l'humour absurde. Donc regardez les épisodes et redécouvrez Mathieu Sommet parce que c'est vraiment le bon souvenir qui revient et ça fait du bien. Voilà. Vous allez y aller? Oui, bah ça a l'air prometteur. J'avoue, j'ai regardé le pilote, mais j'ai pas trouvé ça foufou. Je trouvais le rythme beaucoup trop rapide et Oui. j'étais pas allé plus loin du coup. Mais vu ce que tu racontes là, je vais Eh peut-être, bah, regarde je vais l'épisode y aller, 3. effectivement, ouais. Parce qu'il ralentit beaucoup et vraiment ça s'entend. J'ai fait partie des gens qui ont mis en commentaire que c'était trop rapide, mais l'humour était là en fait. Dès le premier épisode, on sent qu'il y a la patte de Mathieu Sommet. Et tu verras, si t'as pas envie de mater l'épisode 2, mate-toi l'épisode 3 de OVNI, parce que vraiment tu vas te dire mais c'est pas le même truc. Mais c'est trop bien, vraiment. Eh bien, je vais présenter ma petite découverte, qui va aller très vite. Je vais vous présenter Ed Zap, ED Zap. C'est à la base quelqu'un qu'on a connu sur Instagram avec Kyotenshi, parce qu'il fait des dessins, des illustrations que j'aime énormément. J'adore son style et en fait, on a exactement les mêmes univers. Il fait du Pokémon, beaucoup de Digimon, il fait plein de trucs sur des... En fait, il dessine des séries comme à l'époque Glee, beaucoup de Disney et tout ça. C'est vraiment, c'est ma version, enfin c'est moi, mais en Colombie, parce qu'il est colombien, cet homme. Et donc de base, j'ai été le voir pour lui commander un dessin il y a 3 ans de Kyotenshi et moi, avec nos animaux. Et depuis, en fait, je suis tombé dedans et je lui ai demandé Il a fait beaucoup d'illustrations pour Kyotenshi et moi, pour Game Geek. Beaucoup de mes avatars avec des Digimon, avec Psycho Quack, avec du Dragon Ball sont de lui. J'en ai encore fait récemment des nouveaux. Et tout aussi nos bonhommes avec les pancartes et compagnie. L'illustration, on est avec 18 personnages geeks sur fond violet, c'est lui aussi. Parce que, alors, déjà, il est pas très cher sur ses commissions. Le fait est que voilà, il est dans un autre pays, donc dès qu'on commande, Hérisson peut-être pourra le confirmer, les illustrations françaises sont toujours beaucoup plus chères que quand on va à l'étranger, donc il faut parler en anglais pour aller lui parler. Et en fait, je parle de lui parce qu'il a ouvert très récemment, il y a un mois, son Patreon, que je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va le faire? Et je me suis abonné, et parce que comme je commandais régulièrement des dessins, ça me revenait. Finalement, en fait, l'abonnement, il y a plusieurs paliers, et j'ai pris l'abonnement à 31$. Et en fait, à 31$, j'ai une commission par mois, plus plein d'autres cadeaux qu'il met donc, sur son Patreon, des fonds d'écran, des ci, des là ou quoi. Et j'avais vraiment envie de le soutenir parce que j'aime énormément ce qu'il fait. Il a aussi un Facebook, il est sur plusieurs réseaux. Et j'adore son style. Et donc, on est devenus amis avec la force des choses parce qu'on a beaucoup parlé entre chaque commission et puis aussi de ses stories et compagnie. Et c'est un jeune homme très sympathique. Il doit avoir le même âge que moi. Et il est bourré de talent. Et voilà, j'avais envie de faire connaître un illustrateur. J'en profite pour dire à Hérisson, lance-toi sur Patreon, bordel. N'est-ce pas, Hérisson? Eh bien, je te répondrai à ça que moi, je ne ferai pas Patreon, mais comme Reddy avec ma meilleure amie, après, une fois qu'on aura nos réponses administratives et que la plateforme sortira. Très bien. Pour bientôt, normalement. Et ben c'est noté. Et ben de ce fait, la mission touche à sa fin. J'avais marqué dans mon petit déroulé. Merci de trouver et penser à une conclusion originale. La question à 1 million. Qui d'entre vous a trouvé une conclusion originale pour l'émission? Bah déjà, merci Aldric d'avoir ce genre d'idée originale, alors. You. Voilà. Personne, ok. Personne. Si, moi, je peux On n'est proposer- pas original, qu'est-ce qu'il y a? Originaux, s'il te plaît. Oui, on n'est pas Est-ce que vous originaux, voilà. Moi, j'ai une question de fin pour clôturer. Est-ce Dis-moi. que vous dites un ou une nugget? Voilà. Un nuggets. Une nugget. Oh non, mon dieu. Bah alors pour rebondir, Miss Discordia a dit le Covid alors qu'on dit la Covid Oh là parce que Covid est un mot féminin. Si- Ah, ah. J'ai eu ce long débat sur le Non. nugget, et en fait, ça dépend de ton point de Oui, vue. moi aussi. Tu dis une nugget si pour toi c'est une croquette.
Et tu dis un si Ah c'est oui. un beignet frit. Genre dans le sens. Voilà. Bah, moi, c'est Donc un la poulet. Moi, j'imagine un poulet. On va arrêter le débat. Valou, fais-nous une conclusion. Rends l'antenne. Lâche l'émission, s'il te plaît, Valou. On t'a pas beaucoup entendu. Mais pourquoi moi, Parce que toi. Oh, le Allez, c'est le supplice. présentateur. Allez, on veut t'entendre. Conclue l'émission. Bah, j'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas quoi dire. D, la Au revoir. réponse D. Au revoir, à bientôt. Suivez-nous, on vous aime. Mais oui, on vous aime. Oui. C'est pas original, mais oui, on vous aime. Merci de nous suivre. Bon. Kyotenchi, veux-tu rendre l'antenne, s'il te plaît? T'as des sushis qui t'attendent. Au revoir.